Le 1er mars 1980, l'officier Bob Warner se prépare un café chaud pour affronter la nuit de travail qui l'attend. Avec un collègue, il est de garde au commissariat d'Ukiah, en Californie. Et ça lui plaît pas beaucoup, parce que Bob, c'est un gars qui aime l'action. Veiller derrière un bureau, ça l'ennuie profondément. Mais surtout, il est frustré, parce qu'il sait qu'il y a plus important à faire. Depuis plusieurs jours, toutes les unités du coin sont en alerte maximale à la recherche d'un certain Timothy White, un petit garçon de la ville qui a disparu en revenant de son école. Alors il passe le temps comme il peut, par exemple en lisant les derniers rapports pour se tenir à jour sur l'affaire. Et puis en levant les yeux, il semble halluciner. Il croit voir une petite tête blonde le regarder à travers la porte du commissariat. Il se dit que c'est sûrement la fatigue et que l'affaire commence vraiment à le peser. Mais en regardant à nouveau, il comprend qu'il y a bien quelqu'un. Un petit garçon qui tente d'ouvrir la porte du commissariat. Mais l'enfant prend peur, puis part dans la direction opposée. Bob saute de son siège et fonce dehors, tout en appelant du renfort sur sa radio. Arrivé sur le trottoir, il croise à nouveau son regard. C'est bien un petit garçon qui est planté là. Et il est en pleurs dans les bras d'une autre personne, un adolescent, qu'il fixe sans dire un mot. Bob ne le sait pas encore, mais il vient tout juste de retrouver Timothy White, disparu depuis plusieurs jours, mais aussi un certain Steven Steiner, disparu 7 ans plus tôt et que tout le monde croyait mort. Alors comment ils se sont retrouvés là? Comment ont-ils survécu? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Aujourd'hui, vous allez tout savoir puisque je vais vous raconter leur histoire. On est le 4 décembre 1972 à Merced, en Californie. La famille Steiner, au cœur de cette histoire, vit dans un quartier calme où tout le monde se connaît. C'est plus ou moins l'endroit parfait pour fonder une famille. Et ça tombe bien parce qu'ensemble, les époux Steiner vont avoir 5 enfants. Steven, c'est le 3e de la fratrie et c'est un énorme pot de colle. Il adore son père et il le suit absolument partout où il va. Que ce soit le tracteur de la famille, la pêche ou le canap de la famille si son père y est, et ben Steven y sera aussi. Les seuls moments où ils sont séparés, c'est quand Steven part à l'école. Le matin, toute la fratrie part ensemble sous la supervision de Carrie, le grand frère de la famille. Alors même s'ils détestent jouer ce rôle de gardien, ça rassure évidemment leurs parents. Et Steven, lui, il aime pas trop non plus être tout le temps surveillé. Et ça tombe bien, parce que ce jour-là, Steven a de la chance. Il finit les cours à 14h plutôt que tous ses frères et sœurs, et il peut donc rentrer chez lui tout seul comme un grand. Sauf que malheureusement, il arrivera jamais à destination. Sur le chemin du retour, Steven croise la route d'un homme d'une trentaine d'années qui distribue des tracts religieux aux gamins du quartier. Et quand il voit Steven, il se contente pas de lui donner un tract, il lui demande si sa mère serait prête à faire une donation à l'église. Alors Steven, qui se méfie de rien, répond que oui. Il sait que sa mère est religieuse et qu'elle donne déjà souvent à l'église locale. En entendant ça, l'homme sourit, et puis il se retourne et fait signe à une voiture garée un peu plus loin. Au volant, un autre homme plus âgé leur dit de monter. Steven s'installe sur la banquette arrière sans se douter de rien et indique aux hommes la route à suivre pour se rendre chez lui et parler à sa mère. Dans sa tête d'enfant de 7 ans, rien ne lui paraît étrange. Sauf qu'en arrivant devant la maison, la voiture continue d'accélérer. Steven immédiatement il s'inquiète, il leur dit qu'ils se sont trompés de chemin, mais le gars au volant lui dit de pas s'inquiéter et qu'il va prévenir sa mère par téléphone. Ce gars au volant, c'est Kenneth Parnell. Il vient du parc Yosemite d'où il est descendu avec Murphy, l'homme qui distribuait des tracts. Si Steven connaît leur nom, c'est parce qu'ils se parlent devant lui depuis tout à l'heure et qu'ils cachent pas du tout leur identité. Comme promis, Kenneth s'arrête à une station-service et il fait semblant de passer un appel dans la cabine téléphonique la plus proche. Il en revient tout sourire et il explique à Steven que tout va bien. Sa maman accepte qu'il les accompagne sur la route et l'autorise même à passer la nuit avec eux. De notre point de vue, c'est évidemment un énorme red flag. Mais Steven, lui, il a 7 ans, il est innocent, il a pas trop été sensibilisé à ce sujet, et donc il est incapable de comprendre que ces deux hommes veulent lui faire du mal. Pour lui, du moment que sa maman est ok, rien ne peut lui arriver. Et pourtant, le piège vient juste de se refermer sur lui. Mais il n'y a pas que Steven qui vient de se faire piéger, il y a aussi Murphy. C'est un collègue de Kenneth et ils bossent tous les deux au Yosemite Lodge, un hôtel situé au cœur du parc. En fait, Kenneth a compris que ce gars était super facile à manipuler et lui a fait croire qu'aujourd'hui, ensemble, ils allaient secourir un enfant. Ça fait des jours et des jours qu'il bassine Murphy en lui expliquant que les familles de Merced sont violents avec leurs enfants et qu'il en a eu la preuve en discutant avec l'une d'entre elles. Et Murphy, c'est un ancien enfant battu. Donc en apprenant ça, il est révolté et il accepte donc d'aider Kenneth à trouver un enfant et à le secourir. Le problème, c'est que Murphy, il connaît pas vraiment Kenneth. Alors oui, ils sont collègues, mais il sait rien de son passé. Et encore moins qu'en réalité, c'est un criminel extrêmement dangereux, déjà condamné il y a 20 ans pour des braquages, des évasions de prison et pour avoir abusé d'un enfant. Et si Kenneth s'est retrouvé depuis quelques mois dans le parc national de Yosemite, un lieu éloigné donc de tout, c'est pas par hasard. Il voulait juste refaire sa vie dans un endroit isolé, loin de tout soupçon, avant de trouver une nouvelle cible. Après une longueur de route, Kenneth se gare en face du Yosemite Lodge où il a une chambre de fonction. Il fait monter Steven, verrouille la porte et va s'adresser à Murphy. Murphy s'attend à se faire féliciter, mais il se passe tout l'inverse. Kenneth l'engueule et lui dit qu'ils sont tous les deux dans la merde. Que ce qu'ils viennent de faire va leur attirer beaucoup de problèmes. Et que s'ils veulent pas finir en prison, il a vraiment intérêt à garder le silence. Murphy, même s'il est très naïf, comprend qu'il vient de se faire piéger par Kenneth et que cette histoire de secourir un gosse était complètement bidon. Mais il a tellement peur d'aller en prison qu'il dit rien et n'avertit personne de la situation.
À Merced, dans la ville natale de Steven, c'est la panique générale. Ses parents sonnent aux portes de tout le quartier en découvrant que leur fils n'est pas rentré après les cours. Malheureusement, aucun voisin n'a vu Steven depuis son départ à l'école, et donc très vite, c'est la police qui prend le relais, puis toute la ville se met à essayer de retrouver Steven. Personne n'a envie de croire à une disparition, mais le temps presse. Plus on attend dans ce genre d'affaires, et moins on a de chance de retrouver la personne disparue. Alors les habitants organisent des battues aux alentours, et la police déploie des unités un peu partout pour quadriller la zone. Mais à la nuit tombée, toujours aucune trace de Steven. Les Steiner décident alors de poursuivre les recherches toute la soirée. Ils explorent aussi bien les forêts aux alentours que la décharge de la ville de fond en comble, ils mettent toutes les chances de leur côté. Le lendemain, la police ouvre une enquête criminelle. Et procédure oblige, les premiers à passer à l'interrogatoire sont les parents de Steven. Un policier demande directement au père si c'est lui qui a tué Steven, ce qui est horrible pour un parent dans cette situation, mais c'est le protocole, c'est comme ça, les proches sont souvent les premiers suspects. Et je vous rassure, la police est sur d'autres pistes en parallèle, notamment une très bonne piste. Il y a toute une équipe qui épluche les listes d'employés de la région, notamment ceux qui bossent dans le parc national de Yosemite. Parce que oui, tout le monde le sait, c'est un endroit parfait pour disparaître ou pour faire disparaître quelqu'un. Et c'est une très bonne piste parce que rappelez-vous, Kenneth et Murphy ils bossent là-bas, donc ils devraient apparaître sur ce registre. Sauf que le garde forestier en charge des listes va faire une immense connerie. Il donne bien aux enquêteurs une liste des employés du Yosemite Lodge, là où bossent Kenneth et Murphy, sauf qu'il est pas au courant qu'il y a 2 équipes dans l'hôtel. Il communique donc juste la liste de l'équipe A et pas celle de l'équipe B, dont les noms des ravisseurs font partie. À cause de ça, leur nom n'apparaîtra donc jamais dans une liste de potentiels suspects. Pendant ce temps, l'affaire fait le tour de la région. Tous les journaux ne parlent plus que de Steven et tout le monde se mobilise pour le retrouver. Mais les jours passent et malgré l'effort des habitants et de nombreux bénévoles, Steven a disparu pour de bon. L'enquête est tellement au point mort que la police désespère et finit par auditionner des médiums dans l'espoir qu'ils aient une piste, mais malheureusement, vous vous en doutez, ils proposent rien d'autre que des théories fumeuses. Et le pire dans tout ça, c'est que Kenneth, il fait pas spécialement d'efforts pour dissimuler Steven. Ça lui arrive de l'emmener avec lui en voiture, de le laisser sur le siège passager, à l'avant, à la vue de tous, ou même de se balader en dehors de l'hôtel alors qu'il y a des avis de recherche avec sa tête placardée partout. Jamais réellement inquiété, Kenneth a donc une emprise totale sur Steven. Alors je vous passe les détails sordides, mais vous vous en doutez, Kenneth abuse régulièrement de Steven. Murphy est au courant, mais à cause des menaces de Kenneth, il a trop peur de prévenir la police. Il lui suffirait littéralement d'un seul appel pour sauver ce gamin, et malheureusement ça n'arrivera jamais. Et pourtant Murphy il fait de son mieux pour que Steven aille bien. C'est lui qui est chargé de le garder quand Kenneth part travailler, et il en profite pour lui acheter des comics, des fast-food, de quoi changer les idées en fait. Mais malheureusement Kenneth va aller encore plus loin dans la manipulation et l'horreur. Il va faire croire à Steven que ses parents l'ont abandonné. Il lui explique qu'ils avaient en fait trop d'enfants à gérer et pas assez d'argent pour les élever, et que donc ils ont demandé à Kenneth de le garder et que c'est pour ça qu'il est ici. Il va même en rajouter une couche et lui dire qu'un juge viendrait justement de lui accorder officiellement sa garde. Encore une fois, ça peut paraître gros, mais Steven c'est juste un enfant de 7 ans qui littéralement ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est évidemment très triste en apprenant tout ça, et il commence à croire qu'au final, Kenneth n'est pas si méchant que ça. Et pour marquer le coup, Kenneth lui dit qu'il doit maintenant utiliser un nouveau nom. Steven devient Dennis Parnell, et c'est désormais le fils adoptif de Kenneth Parnell. Et petit à petit, toute cette mascarade, ça finit par fonctionner. Steven finit même par l'appeler papa alors que les abus continuent tous les jours. Pour continuer de brouiller les pistes, Kenneth fait tout pour jouer un rôle de père sympa au premier regard. Par exemple, il va offrir un chien à Steven, un petit Manchester Terrier que Steven va appeler Queenie. Et pour un enfant de 7 ans, recevoir un chien, c'est un cadeau incroyable. Et à défaut de pouvoir comprendre que c'est juste une façon de le manipuler un peu plus, Steven il va adorer Queenie. Parce que ce petit chien, ça va devenir sa seule source de réconfort dans tout ce cauchemar. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui va lui permettre de tenir, de s'accrocher malgré ce qui lui arrive. Toujours dans l'optique de se faire passer pour un père sympa, Kenneth décide de fêter Noël avec Steven comme si tout était normal. Ils se font un petit repas et il lui offre même des cadeaux comme le veut la tradition. Là encore, Steven est ravi et la frontière entre nouveau père et ravisseur continue de se brouiller. D'ailleurs, du côté de sa véritable famille, ce Noël c'est une épreuve hyper difficile. Ils célèbrent sans Steven à leur côté et sans même savoir s'il est toujours en vie. Mais malgré ça, tout le monde lui a prévu un cadeau dans l'espoir qu'il réapparaisse un jour et qu'il puisse les ouvrir. Et devant la maison des Steiner, des voisins et des policiers se relaient eux aussi pour déposer des jouets et des fleurs. Malheureusement, le 2 janvier 1973, les chances de réapparition de Steven diminuent encore plus. En fait, Kenneth décide de déménager avec lui à Santa Rosa, à plus de 300 km de Merced. Il éloigne encore plus de sa famille et il décide de l'inscrire dans une école primaire sous sa fausse identité, Dennis Parnell. Il n'existe aucune trace légale de Steven sous ce faux nom, mais malgré l'absence de bulletin et même de certificat de naissance, l'école va quand même accepter son dossier. Et maintenant qu'il est inscrit, Dennis Parnell commence à avoir un début d'existence légale, ce qui est malheureusement une immense victoire pour Kenneth. C'est d'autant plus triste que la famille de Steven a écrit des lettres qu'ils ont envoyées à toutes les écoles de la région pour partager l'avis de recherche de Steven, dans l'espoir peut-être qu'un élève ou un prof leur connaisse. Sauf que dans l'école primaire où est scolarisé Steven, les administrateurs n'ont jamais ouvert cette lettre qui aurait pu pourtant lui sauver la vie. Kenneth briefe Steven et insiste bien sur le fait qu'il n'a pas le droit d'utiliser son ancien nom ou de le révéler, sous peine de se prendre une méga punition, ou même pire, de se faire abandonner à nouveau. Alors malgré lui, Steven devient progressivement Dennis. L'histoire aurait pu s'arrêter un an plus tard quand Steven décide de fuir.
En fait, tout se passe très vite un soir où Kenneth dort. Steven en profite pour sauter de la fenêtre de leur maison et fuir à toute vitesse. Sauf qu'une fois dehors, il zone pendant de longues minutes dans les rues de la ville sans savoir quoi faire et où demander de l'aide. Et à force d'errer, il commence à avoir peur. C'est la première fois qu'il est livré à lui-même dans la nature, donc il se résigne à retourner chez Kenneth sans faire de bruit. Et ce sera sa seule tentative d'évasion. Les mois passent et Kenneth évidemment déménage à nouveau. Il sait que c'est dangereux de rester trop longtemps au même endroit puisque Steven se fait des potes et à force d'être en confiance avec ses potes, il risquerait de leur révéler sa véritable identité et son passé. Il met donc le cap sur une autre ville perdue de Californie pour tout recommencer à zéro. Steven a maintenant 10 ans et il fait beaucoup de conneries, ce qui est pas étonnant vu l'enfer dans lequel il vit. Ça lui arrive par exemple de prendre des allumettes et de foutre le feu à des trucs en pleine campagne. Il vole aussi régulièrement des choses dans des magasins, jamais rien d'énorme, c'est des bonbons ou des jouets par-ci par-là, sauf qu'un jour il se fait prendre la main dans le sac et le boss appelle la police. C'est la première fois de toute sa captivité que Steven croise un policier. C'est l'occasion rêvée pour qu'il puisse enfin s'échapper, il lui suffirait juste de tout raconter et il serait de retour chez lui le soir même. Sauf que les années de lavage de cerveau ont fait leur effet et la seule chose à laquelle pense Steven, c'est la réaction de Kenneth quand il apprendra qu'il a volé un jouet. À aucun moment, il pense à tout raconter à l'officier. On passe une nouvelle fois à 2 doigts de sa libération, mais ça n'arrive pas. Les années passent et les sévices se poursuivent. Kenneth déménage à nouveau et il se retrouve dans la ville de Comanche en Californie. Comme d'habitude, c'est un coin paumé qui plaît bien à Kenneth et ils y resteront 3 ans. Là-bas, Steven va enfin réussir à kiffer sa scolarité, il se fait plein de potes et il finit même par se sentir un peu chez lui parce que oui, c'est la première fois qu'il reste aussi longtemps dans le même établissement. Il vit un véritable calvaire chez lui, mais à l'extérieur, il a l'air d'avoir une vie tout à fait normale et d'être un garçon épanoui. Il rejoint l'équipe de football américain et il se trouve même une copine. Personne ne peut se douter que derrière ce gamin populaire, il y a en fait ce petit garçon que la famille Steiner cherche depuis des années. Mais alors pourquoi Steven fuit toujours pas son ravisseur, maintenant qu'il est libre et qu'il a plein de potes à qui parler, à qui se confier? C'est parce qu'il est atteint du syndrome de Stockholm. Ça fait maintenant des années que Kenneth lui répète en boucle qu'il est son père, et ça fonctionne en partie. Même si Steven sait au fond de lui qu'il a toujours une vraie famille, il s'est attaché à son bourreau malgré ses abus. D'autant plus que Kenneth, il continue de jouer son rôle de père un peu cool. Il fait tout pour se mettre Steven dans sa poche. Il lui achète tout le temps des cadeaux super chers comme un scooter flambant neuf, des vêtements de marque ou des baskets que tous ses potes lui envient. Et au-delà de ça, il lui autorise globalement à faire tout ce qu'il veut. Il lui achète de l'alcool, de la drogue, il l'autorise à rentrer à n'importe quelle heure. Steven a vraiment une liberté absolue. Alors c'est une catastrophe en termes d'éducation évidemment, mais Steven c'est un adolescent et le fait de jouir d'une liberté aussi grande, ça lui plaît énormément. Et puis il y a aussi un dernier truc. Même s'il sait que les abus sont pas normaux et qu'il est une victime, il a vachement peur de révéler ce qui lui arrive. Parce que c'est une époque horrible sur ce sujet, c'est une époque dans laquelle on respecte pas du tout la parole des victimes. Autour de lui, les gens vont plus avoir tendance à se moquer de lui qu'à véritablement l'aider en fait. Le plus simple c'est donc qu'ils prétendent que tout va bien et de maintenir l'illusion d'une vie heureuse. Et c'est triste parce que de l'autre côté, ses parents, ils ont jamais abandonné. Ils continuent de le chercher. Ils s'arrangent toujours pour avoir au moins une personne à la maison par peur de louper l'un de ses appels. Son père part régulièrement fouiller des coins reculés et ça lui arrive même de prendre en filature des véhicules suspects. Les parents de Steven ont perdu goût à la vie depuis la disparition de leur fils et c'est ses frères et sœurs qui en paient les conséquences, eux qui avaient pourtant une vie si parfaite. De parents aimants, les Steiner deviennent malheureusement de plus en plus froids et distants avec le reste de la famille. Et celui qui souffre le plus de tout ça, c'est Carrie, le grand frère de la famille. Il a l'impression de grandir sans l'amour de ses parents et sans leur attention puisque c'est toujours Steven qui est au centre des discussions. C'est un peu normal au vu des circonstances, mais c'est super dur à vivre pour Carrie qui est en pleine crise d'adolescence. Alors il s'isole du monde et il se met à ruminer des idées noires à longueur de journée. Et le contraste entre les deux frères est super violent puisque d'un côté on a Steven qui vit en réalité un enfer mais qui en apparence est un type heureux et qui a une vie normale. Et de l'autre côté on a Carrie qui a tout pour vivre heureux et normalement et qui pourtant vit un enfer et n'a ni pote ni copine. Et en parlant de copine, Steven va beaucoup se rapprocher de la sienne et finir par réaliser le scénario que Kenneth craint, parler de son ancienne vie. Ça se passe lors d'une soirée alcoolisée où tous les deux sont complètement bourrés. Steven va se mettre à pleurer et à répéter en boucle qu'il veut revoir sa vraie famille, mais sa petite amie va juste penser que c'est des conneries et que c'est l'alcool qui lui fait dire n'importe quoi. Et en même temps, comment lui en vouloir? Personne peut s'imaginer que ce gars si bien intégré serait en réalité une victime d'enlèvement. Mais Kenneth sent que le vent commence à tourner, alors il déménage une nouvelle fois. Et cette fois, ils atterrissent vraiment au milieu de nulle part dans la ville de Manchester, en Californie. Alors déjà, Steven pleure tout le long du trajet en se disant qu'il va encore une fois devoir tout recommencer à zéro, se refaire des potes, retrouver une copine, se réintégrer dans un nouvel établissement. D'autant plus qu'en demandant des infos à Kenneth sur le lieu, il va apprendre qu'il y a littéralement personne à des kilomètres à la ronde. Ils vivront dans une minuscule cabane d'une pièce, complètement isolée du reste du monde. Tout ce qui reste à Steven, c'est Queenie, son chien qui l'accompagne depuis des années. À peine installé, Kenneth explique à Steven qu'il doit l'aider à trouver un nouveau garçon. Il rêve d'être un nouveau papa, donc il pourrait recueillir un gamin en détresse. Mais Steven comprend tout de suite que c'est une ruse, il comprend tout de suite les intentions de Kenneth, et cette fois, il se laisse pas faire. Il prétend chercher des garçons, mais il explique qu'à chaque fois il se prend des vents, ou que les gamins refusent de lui répondre. Tout ça dans le but de gagner du temps et d'éviter de faire une nouvelle victime. Mais malheureusement, Kenneth trouve un nouveau complice. C'est une connaissance que Steven a rencontrée dans son nouveau lycée et qui vient régulièrement chez eux pour boire de l'alcool. Kenneth lui promet $50 et autant d'alcool qu'il le désire en échange d'un garçon.
Il part donc en chasse à plus d'1 heure de route de là, dans la ville d'Uka, et sur place il tombe sur Timothy White, un enfant de 5 ans qui rentre de l'école. Comme un flashback de ce qu'a vécu Steven, le complice lui demande de venir avec lui, mais Timothy refuse parce qu'on lui a toujours dit de ne pas parler aux étrangers. En voyant que l'inconnu assiste, Timothy se met à courir de toutes ses forces, mais l'ado part à sa poursuite et le rattrape rapidement. Il le tire jusqu'à la voiture de Kenneth et ils repartent tous en direction de la cabane. Personne n'a vu la scène et les parents de Timothy finissent par lancer l'alerte quelques heures plus tard. Après 1 heure de route, Timothy arrive à la cabane où il fait la rencontre de Steven. Et à peine arrivé, Kenneth lui annonce que ses parents l'ont abandonné et qu'il est son nouveau fils adoptif. Il lui teint les cheveux, lui donne un nouveau nom, bref, il s'apprête à lui faire vivre ce qu'il a fait vivre à Steven pendant toutes ces années. Et c'est un énorme déclic pour Steven. En voyant Timothy, il se revoit lui il y a 7 ans. Il revoit le petit Steven. La détresse est exactement la même, tout comme les mensonges que raconte Kenneth. Et à ce moment-là, tout devient clair dans sa tête. Il est hors de question que Timothy subisse le même sort que lui. La nuit tombe et Kenneth part bosser comme à son habitude. Ça fait des années qu'il fait confiance à Steven, alors il lui demande juste de s'occuper de Timothy, sans se douter que ce soir-là, il fera preuve d'un courage exceptionnel qui changera à jamais leur destin. 1 heure après le départ de Kenneth, Steven dit à Timothy qu'il va le sortir de là. Il prend un couteau, le cache dans sa botte, puis il met Timothy sur son dos. Et sous le bras, il embarque Queenie, son fidèle chien, qui refuse de laisser derrière lui. On est alors en pleine nuit, au milieu de nulle part, et Steven promet à Timothy qu'il le ramènera chez lui, quoi qu'il en coûte. Timothy lui explique qu'il habite à Uka, une ville à plus de 50 km de là. Impossible de marcher sur une si grande distance en pleine nature, donc Steven décide de faire du stop. Et par miracle, après seulement quelques minutes, un homme s'arrête et accepte de les prendre. Et deuxième coup de chance, il doit justement passer par la ville d'Uka. Cet homme, c'est un Mexicain qui parle très mal anglais et avec qui la discussion est difficile. Mais c'est une bonne chose pour Steven. Il veut pas trop discuter ni avoir à révéler la raison de leur voyage. Il a peur que le plan échoue si jamais il en dit trop. Après une demi-heure de route, l'homme dépose les garçons au centre d'Uka. Steven demande ensuite à Timothy son adresse, sauf qu'il a 5 ans et qu'il en a aucune idée. Steven a donc un nouveau plan, suivre le panneau qui indique le commissariat de la ville. En arrivant devant le poste de police, il dépose délicatement Timothy sur le sol, puis lui dit d'aller dans le bâtiment, de parler aux policiers, et qu'après ça, il pourra retrouver ses parents. Oui, Steven n'a aucune intention de se livrer lui à la police. À aucun moment, il a pensé à sa propre situation. S'il fait ça depuis le début, c'est pour secourir Timothy, pas pour se secourir lui-même. Il a presque oublié qu'il est lui-même une victime. Le petit garçon tend la main vers la poignée, avant de fondre en larmes et de s'arrêter. Il a peur, il sait pas ce qu'il doit faire, et puis il court dans la direction opposée, tout droit dans les bras de Steven. De l'autre côté de la porte, l'officier Bob Warner se précipite à l'extérieur. Il a déjà appelé une patrouille en renfort, histoire d'être sûr que ces garçons qui ont l'air trop jeunes pour traîner dehors à cette heure-ci ne puissent pas s'échapper. En voyant le policier s'approcher, Steven lui raconte toute l'histoire. Il lui raconte que le petit garçon s'appelle Timothy White et qu'il a été enlevé il y a quelques jours. Bob n'en revient pas. Il a face à lui le gamin le plus recherché de toute la région. En revanche, il sait toujours pas qui est Steven, donc il lui demande de l'auditionner pendant que ses collègues prennent la relève et s'occupent de Timothy. Pendant cette audition, l'officier demande à Steven quel est son nom et il répondra à une phrase qui restera iconique dans cette affaire. Il lui répondra « Je suis certain que je m'appelle Steven et je crois que mon nom de famille est Steiner ». Deuxième choc pour le policier qui fait immédiatement le lien avec cette affaire vieille de plus de 7 ans. À partir de là, Steven et Timothy sont sauvés et le cauchemar est enfin derrière eux. 1 heure plus tard seulement, Kenneth est interpellé sur son lieu de travail par une dizaine de flics armés. Et Steven confirmera sur place que c'est bel et bien lui qui les a kidnappés. Les flics vont quand même faire un énorme misplay en mettant Steven et Kenneth dans la même pièce pour qu'ils confirment que c'est bien son ravisseur. Et c'est un événement traumatisant pour Steven qui n'a aucune envie de se retrouver face à son ravisseur maintenant qu'il l'a dénoncé et qu'il a plus que jamais peur de lui. C'est tellement intense qu'il va finir par hurler de toutes ses forces avant de quitter la pièce en courant. Kenneth lui bouge à peine et il dissimule rien parce qu'il sait qu'il est foutu. Comme d'habitude dans ce genre d'affaires, l'entourage de l'accusé refuse de croire que quelqu'un de si sympa en apparence aurait pu commettre des choses aussi horribles. Et l'entourage de Kenneth n'échappe pas à la règle. Le lendemain matin, plusieurs hélicoptères de grands médias survolent la ville et l'affaire s'apprête à faire le tour des États-Unis tant elle est exceptionnelle. Depuis tout ce temps, tout le monde pensait que Steven était mort et non seulement il est pas mort, mais en plus, il revient en héros. À plusieurs centaines de kilomètres de là, dans sa ville natale, des dizaines et dizaines de journalistes se rassemblent devant la maison des Steiner. Tout le monde veut assister à ce dénouement inespéré. Et surtout, c'est un soulagement énorme pour les Steiner qui retrouvent enfin leur fils disparu. Imaginez leur joie, eux qui continuaient de déposer un cadeau pour Steven au pied du sapin chaque année à Noël, eux qui n'ont jamais cessé d'y croire malgré les statistiques qui jouaient en leur défaveur. Et ce qui touche tout le monde aussi, c'est la relation que Steven a avec Timothy, c'est-à-dire qu'ils se connaissent que depuis quelques jours et pourtant on dirait qu'ils se connaissent depuis des années. Et regardez, même Queenie apparaît sur les images des retrouvailles. Après toute cette horreur, cette parenthèse de bonheur, elle fait du bien. Mais le problème, c'est qu'elle est courte. Parce que si cette affaire est aussi connue aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle est loin d'être terminée. Tout le monde a l'air heureux lors des retrouvailles, et pourtant il y a quelqu'un qui ne l'est absolument pas. Et c'est Carrie.
le grand frère de Steven. Ça se voit d'ailleurs sur cette photo de leur retrouvailles, il a le visage froid et fermé. Il a l'air de rien ressentir alors qu'il serre pour la première fois dans ses bras depuis des années son frère qu'il ne pensait jamais revoir. En fait, il détestait toute l'attention que Steven recevait quand il était disparu. Alors imaginez son état maintenant que le pays tout entier ne parle plus que de lui. Malheureusement, tout ça aura une importance plus tard. On va y venir, mais je dois vous parler de Kenneth. Qu'est-ce qu'il devient ? Eh ben, il est jugé au tribunal et il va bénéficier d'une condamnation absolument ridicule vu tout le mal qu'il a fait, puisqu'il va être condamné à seulement 7 ans de prison. Pourquoi ? Eh ben, parce que les lois de l'époque sont étonnamment clémentes et qu'il va être jugé juste pour le kidnapping et pas pour tout ce qui a suivi. En passant, on apprend pendant l'audience que Kenneth a lui aussi eu une enfance désastreuse, remplie d'abus et qu'il allait si mal psychologiquement qu'il a tenté quand il était gamin de retirer toutes ses dents avec une pince. Tout ça n'excuse en rien ce qu'il a fait évidemment, mais ça permet de mieux comprendre le monstre qu'il est aujourd'hui. En parallèle, Murphy aussi est jugé et il prend une peine plus légère que Kenneth. Ce qui attriste d'ailleurs Steven, qui est persuadé que Murphy est tout autant une victime que lui et qu'il a été manipulé par Kenneth. D'ailleurs, il l'appelle toujours oncle Murphy et il n'oublie pas toutes les petites attentions qu'il a eues à son égard pendant sa captivité. Pendant ce temps-là, la famille va de plateau télé en plateau télé pour raconter leur histoire et ils finissent même par passer sur Good Morning America, qui est l'une des plus grosses émissions américaines de l'époque. Sauf que derrière cette célébrité soudaine, vous savez très bien ce qui se passe et ça ne va pas échapper à la règle. Il y a un retour à la réalité qui est extrêmement dur à gérer pour la victime particulièrement. En fait, Steven, il sait pas du tout comment se réadapter à la vie normale. Ça fait des années qu'il a été élevé par un taré sans recevoir la moindre éducation. Il pouvait faire ce qu'il voulait, boire, se droguer, sortir n'importe quand. Mais Steven, lui, il comprend pas pourquoi on lui interdit toutes ces choses auxquelles il a accès depuis maintenant plusieurs années. Et pour rien arranger à la situation, ses parents refusent de se faire aider pour traverser au mieux cette épreuve. Pour eux, il n'y a pas besoin d'aide de psychologue pour gérer ça. Voilà, et Steven, il a juste besoin de l'amour d'une famille aimante et ça ira. C'est aller avec tous leurs autres enfants et Steven ne fera pas exception à la règle. C'est la mentalité de l'époque, on sous-estime les problèmes psychologiques et on sous-estime une aide extérieure, à quel point elle peut faire du bien et débloquer ce genre de situation. Ou du moins aider. Et en plus de ça, ils vont pas se contenter de refuser une aide psychologique extérieure, ils vont aussi interdire à Steven de s'exprimer sur ce qu'il a vécu. Comme si c'était trop dur pour eux d'accepter la réalité, quoi. Ils sont un peu dans le déni, ils veulent faire comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Résultat, ses parents lui posent jamais de questions, il a pas le droit de leur parler de ses traumatismes, et il y a que les journalistes qui semblent s'intéresser à lui, à ce qu'il a vécu, sauf que des journalistes, ça remplace pas des parents. Et donc tout ça va inciter Steven à faire de plus en plus de conneries et à s'enfoncer de plus en plus dans des addictions. La situation est tellement critique que son père va finir par le mettre à la rue parce que Steven a un problème avec l'alcool et il peut pas s'empêcher de boire. Il se retrouve donc du jour au lendemain seul pour gérer sa vie d'adulte. Alors il va tenter de s'inscrire à l'université, sauf qu'il n'arrive pas à rester concentré en cours et que donc il va vite se rabattre sur des petits boulots. Il finit par garder des parkings la nuit et par bosser dans un abattoir la journée. Et quand sa paye tombe, une grande partie finit malheureusement dans l'alcool. Alors évidemment, s'il boit autant, c'est non seulement parce qu'il est quand même traumatisé de ses années de captivité, mais aussi parce qu'il a du mal à gérer toute cette attention que les médias lui portent. Et un soir donc, alors qu'il a des idées noires, il finit par prendre du recul sur sa vie et il a un déclic. Il sait au fond de lui que les journalistes disparaîtront jamais et qu'il va devoir apprendre à vivre avec. Alors plutôt que de les subir, il va essayer d'en faire une force. Et si cette exposition médiatique lui permettait de sauver la vie d'autres enfants ? Du jour au lendemain, Steven change complètement de vision sur tout ça. Il se dit que plus il racontera son histoire, plus il sensibilisera les US aux risques sur les enlèvements et à comment protéger les enfants. Alors ça y est, il rate plus une seule occasion de donner une interview. Il se retrouve même à donner des conférences dans les écoles de la région pour sensibiliser les enfants, les profs et aussi les parents d'élèves. Et ce simple changement de perspective là, en fait, ça va changer toute sa vie. Il commence à renoncer à l'alcool et aux drogues et en 1985, il rencontre Jodie qui va devenir la femme de sa vie. Ensemble, ils auront 2 enfants et autant vous dire qu'avec ce qu'il a vécu, Steven ne les quittera jamais des yeux. Et maintenant qu'il est père de famille, Steven il comprend que c'est des responsabilités en plus et tout ce qu'il veut c'est assurer un max pour ses enfants. Il trouve donc un job dans une pizzeria et cette fois il s'y tient. Il en a marre de changer de taf tous les 2 mois alors il se donne à fond et ça marche. Ses supérieurs sont hyper contents de lui, il est ponctuel, il travaille dur, bref c'est un employé exemplaire. Et à côté de ça, il va y aller encore plus fort dans ses efforts de sensibilisation sur tous ces sujets autour des enfants, puisqu'il va carrément militer pour faire pression sur le Sénat américain. Et devinez quoi ? Ça marche. La Californie, grâce à la médiatisation de l'histoire de Steven et à son combat pour éveiller les politiciens, va adopter des lois bien plus dures sur tout ça. Grâce à ça donc, Steven se rend compte que son combat, il a raison de le mener et que ça peut avoir un impact vraiment au-delà de ses espérances. Et pour frapper encore plus fort, il décide d'adapter son histoire en livre et en mini-série. Ça s'appelle I Know My Name is Steven, en référence à sa phrase mythique le soir où il a sauvé Timothy. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, puisque Steven joue dans la série, il incarne non pas lui-même, l'enfant qui s'est fait kidnapper, mais il incarne le flic qui le sauve. Et c'est un carton, ça sort en mai 1989 et ils auront 4 nominations aux Emmys et 1 nomination au Golden Globe. De quoi répandre encore plus son message à travers le pays, soutenir les familles affectées et aussi de quoi gagner de l'argent. Et oui, il en faut. Steven n'a jamais trop eu l'occasion de se faire plaisir et donc cette fois il n'hésite pas, ni une ni deux, il achète une moto flambant neuve.
Malheureusement, c'est reparti pour les mauvaises nouvelles. Et oui, déjà. Le 16 septembre 1989, sa vie va encore basculer. Steven finit sa journée de travail et doit rentrer chez lui, mais il y a une grosse tempête, une pluie torrentielle et donc une visibilité réduite sur la route. L'enfer pour n'importe quel motard. Et pour rien arranger, 3 jours plus tôt, quelqu'un lui a volé son casque. Le boss de la pizzeria s'inquiète aussi en le voyant sur le départ et lui propose de prendre le pick-up de l'entreprise. Ça lui permettrait de rentrer au sec chez lui et surtout de pas prendre de risques, mais Steven refuse parce qu'il a trop peur d'entacher la réputation de la pizzeria si jamais il a un accident avec le pick-up. Donc Steven prend son courage à deux mains, met le contact de sa moto et emprunte le trajet pour rentrer chez lui. Sauf qu'en arrivant à une intersection, une voiture s'insère brusquement devant lui et Steven n'a pas le temps de freiner. Il percute la voiture de plein fouet, s'écrase sur le bitume et hurle de douleur avant de perdre conscience. Le conducteur de la voiture, lui, prend la fuite alors même que Steven gît au sol. Un autre automobiliste finit par appeler les secours, qui arrive quelques minutes plus tard, mais malheureusement c'est trop tard, Steven s'est fracturé le crâne et il décède sur la route de l'hôpital. Sans casque, il avait aucune chance de s'en sortir. À l'annonce de sa mort, c'est tout un pays qui est en deuil. Lui qui a ému toute l'Amérique avec son héroïsme se retrouve à disparaître de la façon la plus tragique possible à seulement 24 ans. 500 personnes se rendent aux funérailles de Steven pour lui rendre un dernier hommage, et parmi elles, on retrouve Timothy White, qui va faire partie même des gens qui portent le cercueil. Il a maintenant 14 ans et il s'est porté volontaire pour honorer l'homme qui lui a sauvé la vie. La femme de Steven se console, elle, en se disant que ça y est, plus personne ne pourra plus jamais lui faire de mal là où il est maintenant. Mais l'histoire s'arrête pas là, parce que malgré la mort de Steven, le nom des Steiner refait surface en 1999. Cette fois, c'est au tour de Carrie, son grand frère, de faire la une des journaux. Après la mort de son frère, ses pensées noires ont pas disparu, c'est même tout l'inverse. Ça fait des années qu'il va profondément mal, au point où la nuit, il rêve parfois de mettre le feu sur son lieu de travail, voire même de tuer tous ses collègues. Et il a beau parler de ça et demander de l'aide psychologique, personne ne semble vouloir l'aider. Carrie décide donc de fuir la ville et de s'isoler loin de tout. Comme Kenneth l'avait fait quelques années avant lui, il décide d'aller s'installer dans le parc de Yosemite, au fond de la forêt. Sur place, il trouve rapidement un job au Cedar Lodge, un autre hôtel du parc. Dans ces montagnes, Carrie se sent un peu mieux. Il attire pas trop l'attention, ses collègues le trouvent sympa, et les visiteurs, eux, ont pas grand chose à dire à son sujet, il fait son taf quoi. Mais pour autant, parfois il y a des gens qui le trouvent un peu étrange sans pour autant savoir réellement expliquer pourquoi. Comme s'ils avaient ressenti toute la haine qu'il continue de porter en lui. Et cette haine, cette colère, c'est finalement en plein hiver qu'elle va se déchaîner. À cette période de l'année, on trouve pas beaucoup de touristes à Yosemite, mais les plus téméraires d'entre eux viennent quand même ici pour vivre une petite aventure. Parmi eux, on retrouve un petit groupe de touristes qui viennent passer une nuit au Cedar Lodge, Carol Sound et sa fille Juliana, et Silvina Peloso, une étudiante argentine et amie de Juliana. Elles partagent toutes les trois la même chambre et s'apprêtent à regarder un film quand elles entendent quelqu'un toquer à leur porte. Elle lui ouvre et elle tombe sur Carrie, l'homme à tout faire de l'hôtel. Il rentre donc dans la pièce, dévisage les trois femmes, puis file dans la salle de bain où il fait semblant d'inspecter le lavabo. Et alors que Carol et sa fille reprennent leur discussion en attendant que Carrie finisse son boulot, il ressort de là armé d'un pistolet. Il les force ensuite à monter dans la voiture avant de disparaître avec elle au cœur de la montagne. Le lendemain, l'alerte est lancée par la famille de Soon qui s'inquiète de plus avoir de nouvelles de leur fille. Sauf qu'au Cedar, personne n'a rien vu d'inhabituel ce soir-là. Carrie finit par être interrogé comme tous ceux qui bossent au Cedar Lodge, sauf qu'il est tellement calme face à l'interrogatoire qu'il est rapidement éloigné de la liste des suspects. Un mois plus tard, les policiers retrouvent la voiture des trois femmes à une centaine de kilomètres de l'hôtel. Et dans le coffre, ils retrouvent les corps calcinés de Silvina et Carol. Celui de Juliana n'est pas là, et alors que la police locale commence à ébruiter l'affaire, ils reçoivent un indice extrêmement utile, une carte manuscrite qui indique la position du troisième corps. On peut notamment y lire « On s'est bien amusé avec celle-là ». Les policiers foncent donc au lieu indiqué et ils retrouvent bel et bien le corps de Juliana tuée à coups de couteau. Deux individus avec un lourd casier judiciaire et qui rôdaient dans le secteur sont arrêtés dans la foulée, mais c'est une fausse piste. Et Carrie, lui, est toujours pas dans le viseur de la police. Il continue de vivre et de travailler sur place sans jamais attirer les moindres soupçons. Aucun de ses collègues ne peut s'imaginer qu'il est l'auteur de cet affreux triple meurtre. Quelques mois plus tard, c'est une nouvelle femme, Joy Armstrong, qui disparaît sans donner de nouvelles à sa famille. Faudra quelques jours avant que les enquêteurs tombent sur son corps, abandonné le long d'une rivière, et tuée, elle aussi, à coups de couteau. Sauf que cette fois, la police tient enfin un indice. Ce témoin aurait vu un van bleu devant la cabine de Joy, juste avant sa disparition. Et rapidement, les enquêteurs ils identifient ce van bleu comme étant celui de Carrie Steiner. Un enquêteur du FBI le retrouve à son travail, et il cherche en fait à l'auditionner en tant que témoin potentiel, pas en tant que suspect. Sauf qu'en le voyant, Carrie lève les mains comme pour se rendre. L'agent trouve ça super bizarre évidemment, mais il met ça sur le dos du stress. Des fois quand ils arrêtent des gens stressent tellement qu'ils ont une réaction très chelou. Sauf qu'en arrivant au commissariat, Carrie avoue tout presque immédiatement. Et avant même que le policier réalise ce qui se passe, Carrie avoue également le meurtre des 3 autres femmes du parc. Alors c'est un choc et en même temps un jour de chance pour l'officier qui s'attendait pas à des révélations aussi brutales, mais c'est surtout un choc pour toute la région. Des années après la mort de son frère, Carrie vient donc de salir le nom que Steven a fait briller tout au long de sa vie.
Pendant son procès, Carrie se morfond. Il dit qu'il aimerait revenir en arrière, mais que malheureusement c'est impossible. Il aimerait aussi pouvoir dire au juge pourquoi il a fait tout ça, sauf qu'il en sait rien. Et à aucun moment il va parler de son frère et sur l'impact que son histoire aurait pu avoir sur lui. Pour ces 4 meurtres, il est condamné à mort par le tribunal, sauf qu'aujourd'hui encore, il est toujours en prison. Et justement, c'est plus tard, en prison, qu'un journaliste arrivera enfin à le faire parler. Carrie lui avouera qu'il avait déjà des idées sombres depuis tout petit, bien avant l'enlèvement de son frère, et on saura jamais vraiment à quel point ce qui est arrivé à son frère aura eu un impact sur lui et l'aura poussé ou non à commettre ces meurtres. Quoi qu'il en soit, cette affaire va motiver les habitants de Myrcide à rendre hommage à Steven pour laver son honneur. Ils vont donc militer pour que le plus gros parc de la ville soit renommé en Steiner Park. Malheureusement, ça donnera rien, la mairie refuse puisqu'elle a peur que ce nom soit associé à Carrie plutôt qu'à Steven. Et puis au début des années 2000, c'est Kenneth qui va refaire parler de lui. Son aide à domicile vient de prévenir la police parce qu'il lui aurait proposé un peu d'argent en échange de lui trouver un petit garçon. Comme un air de déjà-vu. Rassurez-vous, l'histoire ne va pas se répéter puisque la dame va immédiatement prévenir la police, qui vont lui proposer de porter un micro caché lors de sa prochaine rencontre avec lui et de faire en sorte qu'il redise son plan à l'oral. Kenneth va réitérer sa demande, cette fois sous l'oreille d'une demi-douzaine de policiers, qui procèdent immédiatement à son arrestation et qui le menottent dans les minutes qui suivent. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que les règles avaient été durcies grâce au travail de Steven? Eh ben ça va vraiment payer, y compris pour son propre ravisseur qui du coup là se fait prendre la main dans le sac. Cette fois Kenneth est condamné à 25 ans de prison ferme sans possibilité de faire appel. Il finira sa vie derrière les barreaux. Alors, on arrive presque à la fin de l'histoire, mais il faut quand même que je vous parle une dernière fois de Timothy. Depuis toutes ces années, il a grandi, bien grandi, et il va reprendre le flambeau de Steven. Il va lui aussi donner des conférences pour sensibiliser les familles sur les risques d'enlèvement, et il va même s'engager en tant que shérif à Los Angeles. Pour lui, c'est un peu comme une façon de payer sa dette envers Steven en sauvant des vies à son tour. Et c'est magnifique de voir que ces deux enfants qui ont vécu une véritable épreuve ont quand même tout fait derrière pour essayer de faire le bien autour d'eux. Malheureusement, cette histoire finit mal pour tout le monde et Timothy n'échappe pas à la règle. Alors qu'il s'épanouit dans son rôle de shérif, qu'il a fondé une famille, que tout le monde l'apprécie, il décède malheureusement d'une embolie pulmonaire à l'âge de 35 ans. Oui, encore une mort tragique. C'est comme ça que finit cette histoire, c'est la déprime, on va pas se mentir, mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même le positif. En 2010, à Myrcide, donc la ville natale de Steven, le fameux parc est entièrement rénové et en son centre est placée une statue à l'effigie de Steven et Timothy. On y voit le jeune Steven donner la main à Timothy, une scène qui sera désormais gravée à jamais. Une belle manière de s'assurer que les générations futures de Myrcide connaissent leur histoire et découvrent leur courage. C'est la fin de cette histoire, et comme vous êtes très nombreux à la regarder, j'en profite pour vous rappeler qu'en France, il y a un numéro, le 119, qui est le service d'accueil téléphonique national pour l'enfance en danger. Et donc, c'est le numéro à appeler pour signaler un enfant disparu ou maltraité. C'est le numéro à appeler si vous-même, vous êtes un enfant et que vous pensez être victime de maltraitance. Voilà, je le rappelle au cas où, je sais que j'ai une grosse visibilité avec ces vidéos-là. Dans le pire des cas, vous l'avez en tête. Dans le meilleur des cas, ça servira, j'espère. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, et à très vite pour d'autres aventures. Note positive. Le coup de l'ado qui fugue, il a l'habitude et il finit toujours par les ramener chez leurs parents. À chaque fois, tout le monde pleure un bon coup, s'excuse, remercie l'agent d'avoir été là et la mission s'achève. Alors il prend sa radio et il confirme qu'il se rend sur place. Il devrait y être dans moins de 7 minutes, mais sans le savoir, Anthony vient en réalité d'accepter l'affaire la plus grave de toute sa carrière. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Je vais pas avoir un grand sourire et être de bonne humeur parce que l'histoire qui suit est terrible. Mais avant de commencer à vous la raconter, avant de commencer ce renouveau un peu des formats Thread Horror, je voulais vous donner quelques explications. En gros, on a rebossé le format et c'est officiellement le retour des Thread Horror sur la chaîne. Alors le format sera différent par rapport à avant, c'est un peu un renouveau. On va pas raconter 3 témoignages que je récupère sur Reddit comme on l'a tant fait à l'époque avec toutes ces vidéos que vous aviez adorées. Mais on va plutôt à la place traiter une seule big histoire, un peu comme un mini documentaire. Donc c'est des Thread Horror qui seront plus longs que ceux dans le passé. On en mettra à peu près un tous les 2 mois en ligne. Et on a repris ce qu'on avait fait pour le dernier Thread Horror spécial Halloween où il y a des illustrations 3D de mon ami JC qui est hyper fort en 3D et qui permet de faire des trucs un peu très immersifs. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Les prochains Thread Horror commenceront tout de suite par l'histoire, mais là voilà, je voulais contextualiser et aujourd'hui je vais vous parler de la famille Turpin. 911 emergency, what are you reporting? I just ran away from home. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Golden Turpin.
Jusqu'ici, l'appel semble tout à fait normal. Ça ressemble à un cas de fugue classique d'une adolescente. Mais c'est la suite de l'appel qui est très étrange. What's your address? My address is 92570. Okay, so now you just gave me a whole bunch of numbers. You didn't give me any kind of street name there. Oh, okay, I'm sorry. Et non, vous rêvez pas. L'enquêtrice lui demande son adresse, mais Jordan semble ne pas comprendre. C'est comme si elle connaissait non seulement pas son adresse, mais ni même ce qu'est une adresse tout court. Alors pour la localiser, l'agente lui demande de décrire ce qu'elle voit autour d'elle. Et quand Jordan lui répond qu'elle voit au loin un panneau stop, elle lui demande d'y aller et d'attendre sagement l'arrivée de son collègue Anthony qui est déjà en route. Le temps qu'il arrive, l'enquêtrice garde Jordan au téléphone et tente de prendre un maximum d'informations pour mieux comprendre la situation. Et c'est là qu'elle va comprendre qu'elle fait soit face à une adolescente complètement désorientée qui a fugué, soit face à quelque chose de beaucoup plus grave. I wanted to call y'all so y'all could help my sister. We live in Silt, and sometimes I wake up and I can't breathe because how dirty the house is. We never take baths. When was the last time you had a bath? What? When was the last time you had a bath? Almost a year ago. Un à un, elle va lister les noms de ses frères et sœurs ainsi que leur âge. Au total, 12 noms, plus Jordan, seraient enfermés dans cette maison depuis des années. Et soudain, elle entend une voiture de police s'approcher, celle de l'agent Anthony qui arrive enfin sur les lieux. La caméra qu'Anthony porte affiche 6h11 quand il retrouve Jordan. Et alors qu'il s'attendait à rencontrer une ado de 17 ans, il tombe sur une fille qui a l'air d'avoir 12 ans au mieux. Elle est pâle, mais surtout elle semble complètement perdue. Comme si elle avait jamais mis les pieds dans cette rue auparavant, elle qui habite pourtant à seulement quelques pâtés de maison d'ici. I just ran away from home. Okay. And I live in a family of 15. Okay. My 2 little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes, Where are they chained up at? on the bed. I've never talked to anybody out there, so I've never been alone with a person, so this is very hard for me to talk. Jordan répète tout ce qu'elle a révélé au téléphone. Ce qui marque Anthony, c'est pas qu'elle soit stressée de parler à un policier, ça c'est plutôt fréquent, mais c'est qu'elle ait jamais l'air d'avoir parlé tout court à un étranger. Son discours sonne pas comme un discours normal, comme un discours raisonné. Donc Anthony se demande si elle est vraiment totalement consciente. Do your parents know you left your house? No, they don't. So, Do you take any medication? what's medication? Medication? Yeah, what's medication? Do you take pills? Do you take pills? Oh, I For- don't think I've ever taken a pill before. Okay. Right, I haven't. Elle a 17 ans, mais elle n'a apparemment aucune idée de ce qu'est un médicament. Anthony réalise que la situation est particulièrement étrange, tout va à 1000 à l'heure dans sa tête, et Jordan, elle, continue d'expliquer les sévices que lui font subir ses parents. Our parents are abusing. They abuse us. But the reason I called and the reason I managed to get out here, this is one of the most scariest things I've ever done. Uh-huh. I'm terrified. But I called because my 2 little sisters, they're chained up right now. Ce que décrit Jordan est tellement grave qu'Anthony se demande si c'est pas juste une adolescente qui s'est disputée avec ses parents et qui veut derrière faire l'intéressante, qui veut se venger. Mais pour autant, il veut en avoir le cœur net. Do you have pictures of that? Yes, I can show you. Malheureusement, Jordan disait vrai. Photo après photo, il voit des filles et des garçons, tous enchaînés au poignet. Et tous sont des frères et sœurs de Jordan qui sont encore là-bas, dans cette maison, au moment même où ils se parlent. Lui qui s'apprêtait à raisonner une jeune fille en pleine fugue se rend compte qu'il vient en fait de tomber sur un cas extrêmement grave de maltraitance infantile. En réalité, il y a 10 vies en plus de celles de Jordan qui sont actuellement en jeu, dans ce quartier pourtant si tranquille en apparence. You make sure to save these, okay? Okay, I will. Don't get rid of those. I will. Anthony, lui, a de plus en plus peur, plus il en apprend, plus il réalise que c'est un véritable scénario de film d'horreur qui se déroule sous ses yeux. Mais quoi qu'il ressente, il reste pro. Can you do me a favor? Take a seat in the back of my car. Okay. Do you have any injuries? What's injuries? Are you hurt? Oh, no, not right now. En ce moment, cette précision elle est terrible, parce qu'on comprend à demi-mot que c'est très régulièrement qu'elle a mal. Et la situation étant gravissime, Anthony se permet de lui demander quelle pourrait être la réaction de ses parents en apprenant qu'elle a fui. Et sa réponse va confirmer ses soupçons. What are your parents gonna do when they find out you left? They're gonna want to literally kill me. What's the worst thing they've done to you? They have choked me against the bed, and Did you call the police? I know I didn't have time to get a phone yet. Il n'y a maintenant plus aucun doute, tout ça est bien réel. Mais une dernière question torture l'esprit d'Anthony qui aimerait qu'aucun adolescent sur Terre n'ait à traverser une telle épreuve. Well, why don't you guys just leave the house? Because we're terrified. We don't really have a way. Everyone's always looking. There's always somebody. Pendant que Jordan continue de répondre aux questions d'Anthony, la radio émet de plus en plus de messages. Des patrouilles de toute la zone confirment qu'elles arriveront bientôt dans le quartier, prêtes à intervenir.
Il est 7h du matin, soit 1 heure après l'appel de Jordan, et plusieurs patrouilles de police sont garées devant la maison des Turpin. Le jour commence à se lever et un groupe d'officiers se met en position devant la porte d'entrée de la maison. Avant d'intervenir, les policiers demandent à Jordan si elle veut les accompagner pour confronter ses parents, et là, elle panique. Ça rassure évidemment pas les agents qui craignent une réaction violente des parents face à leur intervention. D'autant plus que Jordan leur a confirmé que son père, David, détient une arme à feu chez lui. Il est 7h19 et le moment que tout le monde redoute arrive. La confrontation. Les policiers frappent à la porte pendant 2 minutes, mais rien ne se passe. Pourtant, ils entendent bien du bruit venant de l'intérieur de la maison. Ils savent qu'il y a bel et bien des gens derrière la porte. Et soudainement... Le visage de Louise et David Turpin parle pour eux-mêmes. C'est comme s'ils savaient pertinemment qu'à partir de ce moment, ils s'en sortiraient pas. We got a call for a check the welfare here at your house. So For check the welfare. So just basically check on everybody, make sure everybody's okay. Yeah, So, why? David, lui, il reste bien dissimulé dans le fond sans rien dire, mais c'est la mère, Louise, qui va essayer d'en savoir plus. What kind of call did you get? well, we got a call that there was a young female walking around saying that she came from a house over here. And we were able to find out that this was a house. We just wanted to check and make sure everybody was okay. Think she came from here? That's what she said. From inside this house? I think so. Et puis David réagit enfin et leur demande s'ils ont un mandat de perquisition. You have a search warrant or anything? Or No. you don't need one, sir? Malheureusement pour lui, dans ce genre de cas de figure, les policiers n'en ont pas besoin et ils rentrent dans la maison, passent à côté de lui sans lui dire un mot. Et c'est à ce moment que les policiers rentrent dans ce qui sera surnommé plus tard la maison de l'horreur. Dès les premiers pas, les officiers comprennent que quelque chose tourne pas rond. La maison est insalubre, les sols sont recouverts de crasse et de déchets, parfois même jusqu'au plafond, et l'odeur elle est terrible, à tel point qu'elle prend le nez. C'est un mélange de nourriture pourrie en décomposition sur les tables, mais aussi d'urine et d'excréments. Et la mère a beau leur expliquer que la maison est un peu en désordre parce qu'ils comptent bientôt déménager, les policiers comprennent très vite qu'il est impossible pour des enfants de grandir sainement dans des conditions pareilles. Et encore moins s'ils sont 13. Et alors qu'ils questionnent les parents, le scénario annoncé par Jordan semble se confirmer. Les policiers aperçoivent enfin l'un des enfants. Une silhouette amaigrie qui a l'air d'errer sans aucun but. Procéder immédiatement à l'arrestation du couple pour maltraitance infantile. Ils passent les menottes à David et Louise et leur demandent immédiatement où sont les clés du reste des menottes pour pouvoir libérer les enfants. Are there keys to the little locks? They're Yes. okay. Where are they? My son and daughter can get them. Okay. That's So in the house. the ones that are in the house, they know where they are. Yes. Okay. Louise leur indique alors qu'elles sont dans la commode de leur chambre parentale, une preuve de plus qui montre qu'ils sont bel et bien derrière tout ça. Jordan voit ses parents se faire embarquer sous ses yeux et elle peut enfin souffler. C'est la fin, après des années, de toute cette horreur endurée par ses frères et sœurs, et tout ça grâce à son courage. En parlant de ses frères et sœurs, les policiers pensaient avoir affaire à des enfants et à des jeunes ados, mais la réalité c'est qu'il y a aussi des adultes. 7 d'entre eux ont plus de 18 ans, dont l'aînée, Jennifer, qui elle en a 29. Tout le monde est conduit en urgence à l'hôpital, non seulement pour constater les blessures, mais surtout pour recevoir des soins. Là-bas, Jordan s'émerveille en mangeant un mac and cheese comme si c'était la toute première fois de sa vie. Sa sœur Jennifer, elle, va se mettre à danser de toutes ses forces en entendant de la musique passer sur la télé de l'hôpital. Ça y est, elles sont enfin sorties de l'enfer. Alors la police a beaucoup de questions, et nous aussi. Comment 13 enfants peuvent vivre dans ces conditions, dans un quartier pourtant pas isolé, et sans éveiller le moindre soupçon? Comment est-ce que la famille Turpin a fait pour passer à ce point-là sous les radars? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé exactement durant toutes ces années? Alors les policiers vont réussir à reconstituer une partie du puzzle grâce aux témoignages non seulement des enfants, mais aussi des voisins et de la famille proche. Et bien évidemment, les informations qu'ils vont révéler au public vont faire la une de tous les médias américains, qui vont s'emparer de l'affaire et surnommer la maison de l'horreur.
Revenons donc au tout début de l'histoire de Scoop qui commence au milieu des années 80. À l'époque, David et Louise commencent à se fréquenter et leur histoire d'amour commence mal. Louise n'a que 16 ans quand elle se met à voir David qui lui en a 23. Et rapidement, David va décider de fuir avec elle loin de leur état de Virginie occidentale, direction le Texas. C'est la police elle-même qui va les rattraper in extremis avant de les ramener chacun chez soi. Mais le couple va trouver une parade imparable, se marier. Alors que Louise n'a que 16 ans, ses parents vont l'autoriser à se marier avec David qui en a 23. Oui, le même mec qui comptait fuir vers un autre état avec elle juste avant. Voilà, vous avez compris, à partir de là, plus personne ne pourra jamais les séparer. Ils s'installent donc ensemble et se sentent rapidement investis d'une mission religieuse. Eux, qui sont tous les deux très croyants, sont persuadés qu'ils doivent mettre au monde le plus d'enfants possible. Ils accueillent donc très rapidement dans leur vie leur toute première fille, Jennifer, qui naît en 1988. Une année qui marquera donc le début d'une longue série d'abus dans la famille Turpin. À ses 6 ans, Jennifer est scolarisée comme n'importe quelle fille de son âge. Mais très vite, elle va être la cible de harcèlement par ses camarades. En fait, ils vont se moquer de son apparence parce qu'elle se présente en classe toujours avec des habits sales et les cheveux gras. Bien évidemment, elle n'y est pour rien. Et puis ils se mettent à l'appeler sac d'os parce que Jennifer semble particulièrement maigre, voire carrément squelettique. À son âge, évidemment, elle comprend pas pourquoi ses camarades se moquent de tout ça. Et eux non plus comprennent pas qu'en réalité, ce dont ils se moquent, c'est ni plus ni moins que des signes de maltraitance. Les remarques vont durer plusieurs années et Jennifer, qui rêvait d'avoir un groupe d'amis, comme tout le monde à l'école, va en fait se retrouver constamment seule. Mais ce qui est le plus étonnant dans cette histoire, c'est pas des remarques de gamins qui se rendent pas compte. C'est surtout qu'aucun des adultes environnants ne se rend compte que quelque chose ne va pas avec Jennifer et sa famille. Personne au sein de l'école ne va intervenir ou sonner l'alerte. Et même des décennies plus tard, les enquêteurs n'ont jamais retrouvé le moindre rapport dans cette école concernant Jennifer Turpin. En vérité, et c'est d'une tristesse infinie, les premiers adultes qui se rendent compte du problème, c'est ses propres parents, alors qu'ils la maltraitent. Ils savent qu'il la néglige complètement et ils sentent qu'il risque à tout moment de se faire attraper. Alors ils décident non pas de prendre soin de Jennifer, mais de la déscolariser dès le CE2. Elle sera maintenant constamment à la maison, officiellement éduquée par ses parents. Mais dans les faits, elle sera juste livrée à elle-même et entièrement coupée du monde. Et tous les enfants qui suivront après elle dans la famille Turpin subiront le même sort. Aucun ne sera scolarisé et plus personne ne risquera donc d'apparaître sur les radars des services sociaux. Et c'est entre les 4 murs de leur maison que la famille va s'agrandir année après année. Mais pour se protéger, David et Louise, ils doivent encore mentir à leur famille proche. Alors à chaque fois qu'ils les voient, ils font tout pour camoufler la maltraitance. Ils font de leur mieux pour passer pour une famille modèle. David par exemple va proposer à toute la famille de les emmener en vacances, tout frais payé par ses soins. Lui qui a un poste prestigieux d'ingénieur aéronautique, il va en mettre plein la vue à tout le monde. Et évidemment, en vacances, quand les enfants rencontrent leur oncle et leur tante, ils sont propres et ils portent des habits flambant neufs, bien loin de ce qui se passe au quotidien. Et malheureusement, ça marche. De l'extérieur, toute la famille pense que le couple Turpin vive une vie de rêve. Ils ont une belle maison, des enfants qui ont l'air heureux, qui ont l'air d'avoir tout ce dont ils ont besoin, mais évidemment, c'est faux. D'ailleurs, en réalité, le couple est au bord du surendettement. Louise sombre de plus en plus dans l'addiction au jeu d'argent et elle finit par y entraîner David, au point même où ils se retrouvent forcés de vendre leur maison en urgence pour pouvoir renouveler d'autres crédits. Et bien sûr, tout ça, ils oseront jamais l'avouer à leur famille et ils vont tout faire pour continuer à garder ce masque le plus longtemps possible. Et le plus simple pour dissimuler cet enfer, c'est de s'isoler. Ils vont donc décider de s'installer dans une nouvelle maison loin de tout, dans la petite ville de Rio Vista, au Texas. Sur leur ancienne propriété, les nouveaux acheteurs de la maison découvrent un lieu complètement insalubre, rempli de détritus et même d'excréments qui jonchent le sol et les murs. Ils comprennent que la famille vivait donc dans une véritable décharge qui est tout sauf adaptée à l'éducation d'enfants en bas âge. Mais là encore, étonnamment, personne ne sonne l'alerte. Les propriétaires se contentent juste de prendre des photos et puis de tout rénover dans leur coin. C'est donc dans une région bien plus isolée du Texas qu'on retrouve ensuite la trace du couple Turpin et de leurs enfants, dans une nouvelle maison à l'écart de tout. Là-bas, ils restent vraiment extrêmement discrets, à tel point que les voisins racontent qu'ils les aperçoivent presque jamais et qu'ils savent absolument rien sur eux. La seule info que les gens ont sur les Turpin, c'est que la famille est nombreuse. Quand Jordan arrive au monde en 2000, elle est déjà le 8e enfant du couple qui ne compte pas s'arrêter là. Alors les voisins, ils remarquent quand même des trucs étranges quand ils observent la maison de la famille. Par exemple, les volets restent constamment fermés alors que les lumières sont allumées jour et nuit. Il y a aussi un Noël où les parents se sont mis à accumuler des cadeaux dans leur jardin, dont des vélos flambant neufs, cadeaux qui n'ont jamais l'air d'avoir été utilisés par les enfants puisqu'ils sont restés là à blanchir au soleil. Les rares fois où on voit quelqu'un sortir de là, c'est quand David jette des détritus sur son terrain, ou quand il se met à tirer à l'arme à feu sur des boîtes de conserve avant d'immédiatement rentrer chez lui. Et puis c'est même la famille proche qui va se mettre à ne plus recevoir de nouvelles des parents, qui trouveront toujours des bonnes excuses pour les tenir à l'écart. Soit les enfants sont soudainement malades, soit David a beaucoup de travail. Et quand Skype débarque dans leur vie, les excuses évoluent en conséquence. Un coup c'est l'ordi qui bug, un coup c'est la caméra qui fonctionne pas. Bref, même la famille proche ne sait plus du tout ce qui se passe chez les Turpin. Et si les parents font profil bas, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent qu'ils risquent gros. Très gros. David et Louise deviennent avec le temps de plus en plus violents avec les enfants. Ils hésitent plus à les battre quand ils désobéissent et pire encore, les parents se mettent à régulièrement les attacher à leur lit avec des cordes pour ne plus avoir à s'occuper d'eux.
Et un jour, l'histoire a failli s'arrêter là quand un des enfants a réussi, en mordant ses liens, à se libérer, mais malheureusement il s'est fait rattraper par David avant de réussir à s'enfuir de la maison, et c'est là que David a décidé de les attacher maintenant avec des chaînes en fer. Les enfants sont donc régulièrement battus et ils sont obligés de suivre des règles très strictes. Pour pas gâcher d'eau, ils n'ont pas le droit de se laver plus d'une fois par an. Ils ont le droit à un seul repas par jour qu'ils mangent chacun leur tour, et uniquement quand leur mère les y autorise. Et la majorité du temps, on les force à rester assis sans aucune raison. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut apercevoir dans la vidéo que vous allez voir, qui est une rare vidéo qui montre ce qui se passait à l'intérieur de la maison des Turpin. Cette vidéo, elle a été enregistrée par Jordan grâce à une caméra qui était intégrée à l'une de ses Barbies. C'est un des rares jouets pour enfants qu'elle possède et qui permettra d'avoir des traces vidéo de l'intérieur de la maison. David est tout sourire et part pour le boulot, pendant que les enfants sont sagement assis par terre comme s'ils n'existaient pas. Et c'est pareil pour Louise, la mère, qui passe son temps au casino ou devant la télé dans le salon. Elle s'occupe absolument pas de ses enfants, elle se contente juste d'hurler des ordres aux aînés en espérant qu'ils s'occupent de tout. Et plus le temps passe, plus la maison, comme les précédentes, finit par se transformer en véritable décharge. La situation est si dramatique que la famille va d'ailleurs finir par préférer abandonner la maison plutôt que de la nettoyer. David décide d'acheter un mobil-home flambant neuf et de l'installer dans le jardin. Toute la famille va y déménager, laissant pour la seconde fois derrière eux une maison presque en ruine. Les parents vont finir par fuir de nouveau, mais cette fois seuls, ou presque seuls. Ils vont emporter avec eux uniquement leurs 2 plus jeunes enfants et ils vont partir vivre dans un appartement en location à plus d'1 heure de route de là. Oui, ils laissent derrière eux les 10 autres enfants qui doivent désormais se débrouiller seuls, tout en ayant l'interdiction de sortir, peu importe le motif. La responsabilité du groupe revient donc à l'aînée, Jennifer, qui doit maintenant s'occuper de tout le monde. David viendra lui apporter de temps en temps des sacs de nourriture congelée, et cette rencontre sera leur seul et unique contact avec le monde extérieur. Et ça, c'est quand David n'oublie pas de lui apporter des vivres. Jordan, qui à l'époque n'a que 6 ans, se rappelle qu'il mangeait au mieux 1 fois par jour, et il mangeait du pain et du beurre de cacahuète. Jennifer doit aussi veiller à ce que les enfants respectent les instructions des parents qu'elle a régulièrement au téléphone. Au moindre problème, elle a pour ordre d'enfermer ses frères et sœurs dans une des cages que David a construites lui-même dans le mobil-home. C'est évidemment horrible pour Jennifer, mais qui n'ose pas refuser tant elle a peur pour elle et pour ses frères et sœurs. Mais malgré tout, un jour, c'en est trop pour elle. La situation est inhumaine et elle voit bien que ses frères et sœurs peuvent pas grandir dans des conditions pareilles. Alors elle décide de braver le pire des interdits, sortir à l'extérieur. Sans hésiter, elle escalade plusieurs grillages et fonce vers la route la plus proche pour prévenir une automobiliste. C'est peut-être bien la première fois de sa vie qu'elle sort si loin de chez elle sans supervision. La femme au volant, qui est une habitante du quartier, fait monter Jennifer à bord. Elle lui demande son nom et son prénom, mais Jennifer refuse de les lui donner par peur de s'attirer des ennuis. Elle lui demande juste de la conduire dans la ville la plus proche avant de lui poser des questions très étranges, comme par exemple lui demander quelles sont les démarches pour obtenir un job, un appartement ou une voiture. Ça étonne évidemment beaucoup cette automobiliste, cette voisine qui ne comprend pas que Jennifer, à son âge, n'ait aucune idée de comment faire tout ça. Elle la dépose alors en face d'une agence qui parfois recrute des intérimaires avant de poursuivre son chemin. Malheureusement, Jennifer, sur elle a aucun document d'identité, donc impossible de déposer un dossier. Elle, qui pensait enfin pouvoir sauver ses frères et sœurs, se retrouve sans aucune solution, et elle n'a aucune chance de faire quoi que ce soit sans aide extérieure. Et de toute évidence, elle se voit pas alerter qui que ce soit de sa fugue, de peur des conséquences. Elle finit donc par faire la seule chose en son pouvoir à ce moment-là, appeler sa mère, lui avouer qu'elle est en ville, et lui demander de venir la chercher avec, on imagine à l'arrivée, une punition très sévère. On sait pas exactement ce qui est arrivé à Jennifer pour être sortie. En revanche, le couple s'est senti menacé puisque le comportement de Jennifer allait certainement faire beaucoup de bruit en ville. Ils décident donc une fois de plus de déménager du jour au lendemain sans prévenir personne. Cette fois, les Turpin posent leurs valises à Murrieta, un quartier assez tranquille de Californie. Et là, il va y avoir du changement dans leur comportement. Depuis qu'ils sont arrivés, ils semblent un peu plus à l'aise avec le fait de sortir avec les enfants en public. Contre toute attente, ils vont même régulièrement les emmener à Disneyland. Alors les conditions sont évidemment très particulières, les enfants doivent sortir de la maison tous en file indienne, habillés de la même manière et ordonnés par âge. David et Louise, eux, en profitent pour poster toutes ces belles photos sur Facebook pour rassurer les proches qui, rappelez-vous, ne les ont pas vus depuis maintenant des années. Alors même s'ils ont l'air très heureux d'être là, ils ont quand même des consignes très strictes à respecter, dont une principale, l'interdiction totale de parler au moindre étranger. Ils peuvent sourire, ils peuvent être polis, mais c'est tout. Ils ne parlent à personne. Parce que oui, aux yeux du monde, ils doivent passer pour une famille heureuse. Alors naïvement, on pourrait se dire que les enfants pourraient se rebeller à ce moment-là. Ils sont enfin dans le monde extérieur, entourés de gens, mais ce serait sous-estimer l'impact d'autant d'années passées en captivité et l'impact de parents extrêmement manipulateurs. En plus de ça, ils ont cette information qui résonne toujours dans leur tête. Si quelqu'un a le moindre doute sur leur famille, les services sociaux vont débarquer et séparer tout le monde. Frères et sœurs seront à jamais séparés dans des familles différentes, peut-être même dans des pays différents, et ils se reverront jamais.
C'est ce que leurs parents leur ont dit, et même s'ils rêvent tous de s'enfuir, il y a une chose qu'ils veulent encore plus, ne pas être séparés. Et d'ailleurs, quand on sait tout ça, elles donnent froid dans le dos les photos. En particulier celle-ci où les enfants sont numérotés de 1 à 12, en dessous du mot thing qui veut dire chose. C'est aussi à cette période que le couple va sortir de plus en plus souvent de la maison pour aller faire la fête et dépenser un maximum d'argent. Ils vont d'ailleurs aussi aller à Vegas, déjà pour jouer au casino, mais aussi pour renouveler leur vœu de mariage. Oui, les mariages dans une chapelle où un Elvis habillé en prêtre te marie. Et le tout sous l'objectif d'une caméra. À partir de là, Louise va développer une obsession hyper étrange. Elle va se mettre à acheter en énorme quantité des vêtements neufs pour enfants et des jouets soigneusement emballés. Toute la maison finalement se remplit de ce qui devrait être un véritable paradis pour enfants. On pourrait croire que c'est un début de rédemption de sa part, que c'est un début d'envie de bien s'occuper de ses enfants, mais pas du tout. C'est juste la perversité des parents qui franchit un nouveau cap. En réalité, ces vêtements et ces jouets, elle leur interdit strictement d'y toucher. Mais ils sont là, comme pour les narguer. Eux qui ont le droit qu'à un repas par jour et à aucun loisir sont maintenant constamment tentés. Et comme si ça suffisait pas, les parents vont se mettre à laisser traîner de la nourriture en plus du reste. Des gâteaux ou des morceaux de pizza avec évidemment des sévices à la clé pour les enfants qui oseront y toucher. Par contre, à côté de ça, les parents, eux, sont aperçus tous les jours dans le Taco Bell de leur quartier, à tel point que tous les employés connaissent leur nom et leurs commandes par cœur. Le contraste entre le quotidien du couple et celui de leurs enfants n'a jamais été aussi écœurant. Sauf qu'avec toutes ces dépenses, entre voyages à Vegas, achats compulsifs, jeux d'argent, le couple finit par plonger dans une spirale infernale. Celle des crédits. Malgré les revenus de David, les finances ne suivent plus et le couple se voit obligé de déposer un dossier de surendettement. Normalement, avec des dettes aussi élevées et 12 enfants à charge, les autorités s'alarment et elles lancent des vérifications pour s'assurer que tout le monde va bien. Sauf que cette fois, ils acceptent juste le dossier et les Turpin continuent à vivre comme ils l'ont toujours fait, grâce à de nouveaux crédits. Ils continuent les visites à Disney, ils continuent les achats compulsifs et en 2013, ils ramènent même une nouvelle fois leurs enfants à Vegas pour renouveler leur vœu de mariage dans la chapelle d'Elvis. Comme d'habitude, les enfants sont tous habillés de la même façon, les fils sont obligés d'avoir la même coupe que leur père et tout le monde se met à danser et à sourire comme si tout allait bien. En 2014, la famille décide d'emménager de nouveau, cette fois à Paris, comme s'il fallait éviter de rester trop longtemps au même endroit pour ne pas éveiller les soupçons. Et vous connaissez le schéma, il se reproduit, les voisins sont étonnés, puisque la nouvelle famille du quartier est hyper mystérieuse, qu'ils les voient quasiment jamais, et que le peu de fois où ils les voient, ils remarquent 2-3 trucs qui clochent sans pour autant se dire que c'est grave. Il y en a par exemple qui découvrent que les enfants semblent vivre la nuit et qu'ils ont aussi des rituels assez étranges. Il y a notamment un voisin qui les verra plusieurs nuits de suite marcher en file indienne de façon militaire pendant des heures. Il y a aussi une voisine en 2015 qui va voir les enfants décorer l'extérieur de leur maison à Noël, et comme c'est la première fois qu'elle les aperçoit, elle va les féliciter pour ce qu'ils sont en train de faire et pour essayer de nouer un lien avec eux. Sauf que plutôt que de sympathiser, les enfants vont juste être livides. Ils savent pas réagir, ils sont figés sur place comme s'ils étaient effrayés de voir quelqu'un à l'extérieur. Et d'ailleurs, au bout de quelques secondes, leur mère leur demandera de rentrer, et c'est la dernière fois que la voisine les verra, et c'est aussi la dernière fois qu'ils auront la chance de pouvoir décorer leur maison pour Noël. En 2015, les parents les ramènent une nouvelle fois à Vegas dans la chapelle d'Elvis, et non, depuis tout à l'heure, je vous montre pas la même vidéo de la première année où ils y sont allés, c'est bien cette fois en 2015. On a l'impression de voir un disque rayé et glauque tourner en boucle encore et encore et encore sans que rien ne puisse l'arrêter. Les choses vont enfin bouger. Non pas parce que les parents changent, mais parce que Jennifer, qui est chargée de surveiller les enfants quand les parents ne sont pas là, va commencer à lâcher du lest. Elle sait qu'elle risque gros, mais elle peut plus continuer à faire souffrir sa propre famille. Donc petit à petit, elle va laisser ses frères et sœurs ouvrir les fenêtres pour respirer l'air extérieur, et elle va aussi les laisser regarder la télé. Évidemment, ils se jurent les uns les autres de garder tout ça très secret, et ils profitent pour la première fois du monde extérieur. Alors quand je vous parle de monde extérieur, je parle pas juste du fait d'aller à l'extérieur de la maison, je parle de découvrir tout ce qui se passe en dehors de cette maison. Et mieux même que la télé, ils découvrent Internet. Parce que oui, l'un des garçons a accès à un téléphone. Alors comment c'est possible ? Eh bien parce que ses parents le lui ont confié pour pouvoir rester en contact avec lui en cas de problème à l'université. Oui, ses parents l'ont autorisé à s'inscrire en cours. À condition d'être fliqué continuellement, évidemment. C'est Louise qui l'accompagne tous les jours en classe et qui l'attend jusqu'à la fin de ses cours pour le ramener immédiatement à la maison. Un comportement qui va clairement étonner ses camarades qui en plus le trouvent tout le temps triste et fuyant. Avec Internet, il découvre un monde immense dont il ne soupçonnait pas l'existence. Et Jordan, qui a 14 ans à ce moment-là, va découvrir comme toutes les autres adolescentes de son âge, Justin Bieber. Et évidemment, elle va devenir fan. Elle adore son énergie et ses paroles qui lui font comprendre qu'il y a quand même des choses heureuses dans le monde et qu'il y a toujours de l'espoir. Mais ça, pour Jordan, c'est que l'étape 1. Découvrir Internet, c'est une chose, mais elle rêve surtout d'en faire partie. Donc avec ce téléphone, elle va lancer sa chaîne YouTube et mettre en ligne ses propres chansons qu'elle enregistre cachées dans sa chambre. Alors c'est des chansons assez tristes, mais qui lui permettent à ce moment-là d'extérioriser tout son mal-être. Et puis un jour, elle reçoit un commentaire qui changera sa vie à tout jamais. Ce commentaire, c'est un fan qui sent que quelque chose cloche et qui lui demande pourquoi elle se filme toujours de nuit et dans ce même angle de caméra.
comme si elle cherchait à se cacher de quelque chose ou de quelqu'un. Et cette inquiétude, ce doute exprimé, c'est la première fois que Jordan l'entend de la bouche de quelqu'un. Parce que oui, toute l'histoire des Turpin a été remplie de gens qui voient des choses étranges, mais qui ne disent rien. Et ça va tout changer, parce que Jordan, elle se livre. Elle lui répond qu'elle et ses frères et sœurs sont forcés de vivre la nuit, qu'ils mangent presque rien, et en lisant ça, l'internaute va pas hésiter une seule seconde et il va lui dire que la situation n'est absolument pas normale et qu'elle devrait d'urgence appeler la police. Et pour Jordan, c'est un véritable déclic. Malheureusement, tout n'est pas si simple. Elle a encore hyper peur de ses parents et donc elle veut attendre le bon moment pour avertir ses frères et sœurs. Parce que s'ils font la moindre chose de travers, ils risqueraient de tout perdre. Mais malheureusement, un jour, sa mère la surprend, téléphone en main. Jordan n'a aucune excuse. Sa mère se rapproche d'elle avec des yeux remplis de haine et elle va déchaîner sa furie sur Jordan en la plaquant contre son lit avant de l'étrangler de toutes ses forces. Jordan sent qu'elle perd conscience, elle croit même mourir à ce moment-là, mais sa mère va se ressaisir à la dernière seconde avant de quitter la chambre en claquant la porte derrière elle. Depuis ce jour, Jordan ne passe plus une nuit sans faire de cauchemars dans lesquels elle revit cette scène en boucle encore et encore. Et cette peur, c'est ce qui va finalement lui donner le courage dont elle a besoin. Elle finit enfin par se livrer à ses frères et sœurs et à tout leur expliquer. Elle leur parle du commentaire qu'elle a reçu et elle leur explique à quel point tout ce qui traverse n'est pas normal et insoutenable. À partir de maintenant, elles vont chaque soir se réunir en cachette pour mettre au point un plan. Et ce premier plan, il est pas du tout efficace. En fait, comme elles ont aucune idée des réalités du monde qui nous entoure, elles vont d'abord choisir d'appeler une entreprise de taxi. Et donc forcément, l'homme qui répond n'a évidemment aucune idée qu'il a au bout du fil des filles affamées et battues qui cherchent juste à fuir la maison familiale. The very beginning of Nevada. Yeah. How much would it cost? A couple hundred? I'm not going. I'll take a bus. Alors elles mettent au point un autre plan, et c'est celui-là qui va les mener à la liberté. Jennifer, l'aînée, se met à dessiner de tête une carte de leur quartier. Alors elle se souvient pas tout tant les sorties ont été rares, mais elle indique quelques rues et croisements dont elle se rappelle. L'idée ce serait que l'une d'entre elles prenne le téléphone, sorte de la maison et court le plus loin possible avant d'appeler les secours. Alors sur le papier ça pourrait marcher, sauf que, une fois de plus, elles ont trop peur des conséquences si jamais le plan échoue. Elles savent que leurs parents sont de plus en plus violents, Jordan leur a raconté que leur mère l'a étranglée, et elles ont peur de tout y passer. Elles vont donc plus en parler pendant 2 ans, jusqu'au 14 janvier 2018, où tout bascule. Jordan, qui a 17 ans, entend une conversation entre ses parents. Apparemment, toute la famille s'apprêterait à déménager dans l'Oklahoma, à plus de 2000 km de là. Et Jordan sait très bien que ce déménagement, comme tous les précédents, ne sert qu'à une chose, calmer les soupçons qui pèsent dans le voisinage. S'ils partent ailleurs, tout recommencera à zéro. Et si ça se trouve, cette fois, ce sera dans une maison bien isolée où plus personne ne pourrait les aider. Alors cette fois, c'est décidé, c'est maintenant qu'il faut alerter quelqu'un avant qu'il soit trop tard. Elle commence par prévenir ses sœurs qui vont lui conseiller de prendre des photos avec le téléphone, notamment des chaînes, pour prouver au secours que tout ça est bien réel et empêcher les parents de mentir à la police si jamais ils ont eu le temps de cacher toutes les preuves. Juste avant de partir, elle fabrique un faux mannequin qu'elle cache sur son lit pour essayer de gagner un maximum de temps si jamais ses parents rentreraient dans la chambre pendant qu'elle est en fuite. Elle prend la casquette de l'une de ses petites sœurs et lui promet qu'elle ne l'oubliera jamais quoi qu'il arrive. Et maintenant que les enfants sont tous censés être couchés, elle enjambe la fenêtre qui donne vers l'extérieur. Ce que vous voyez là, c'est des caméras de sécurité qui appartiennent à un voisin et qui ont enregistré toute la scène. Il est 5h49 du matin quand Jordan s'échappe enfin de la maison de l'horreur et court vers sa liberté. Elle court de toutes ses forces avant d'enfin sortir le téléphone et d'appuyer sur 911. Vous connaissez la suite, une dizaine de minutes plus tard, l'officier de police Anthony viendra à sa rencontre et changera sa vie à tout jamais. Grâce à l'enquête, on sait désormais pourquoi les parents ont mis plus de 2 minutes à ouvrir la porte de leur maison. Ils étaient en train de détacher tous les enfants de leur lit et d'essayer de cacher toutes les preuves de maltraitance, avant d'essayer de gagner du temps pour pas que la police pousse les recherches jusqu'à la 3e chambre dans laquelle étaient encore attachés 2 des enfants. Tout se déroulait sur la vie des Turpin, c'est les enquêteurs qui ont réussi à le reconstituer, après des longs mois de recherche et notamment grâce aux témoignages bien évidemment des enfants. D'ailleurs en parlant des enfants, certains ont dû passer plusieurs mois hospitalisés tellement leur santé était fragile. Beaucoup d'entre eux n'arrivaient pas à marcher correctement et leur taille était diminuée par rapport à la normale. La malnutrition durant toutes ces années aurait même atteint leur cœur, qui fonctionnerait pour certains anormalement. Et surtout, ils ont tous beaucoup de mal à s'exprimer correctement et à socialiser avec des inconnus, y compris les gens à l'hôpital qui s'occupent d'eux.
Alors au tribunal, les preuves sont accablantes et les parents sont jugés pour torture, négligence et abus sur leurs enfants. Louise se défend en disant qu'elle avait elle aussi été abusée dans son enfance, mais bien évidemment ça n'arrive pas à convaincre les jurés. David, lui, va refuser de dire le moindre mot aux enquêteurs durant toute leur investigation. Et face au juge, il se contentera juste de lire une lettre. Certains des enfants extrêmement courageux viendront eux aussi à la barre pour expliquer l'impact que tout ça a eu sur leur vie. La sentence tombe et David et Louise sont condamnés à la prison à vie, avec une possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Alors il reste quand même des éléments auxquels personne n'a eu accès publiquement, notamment des centaines de carnets dans lesquels les enfants auraient écrit leur quotidien pendant toutes ces années. Oui, on sait pas exactement pourquoi, mais leurs parents leur laissaient avoir des journaux intimes, qui faisaient d'ailleurs certainement partie des preuves accablantes. Toute cette affaire est devenue publique et a évidemment beaucoup ému l'Amérique, ce qui a permis de récolter une cagnotte de plus de 600 000 $ pour s'assurer que tous les enfants turpines puissent accéder à une éducation et à enfin des bonnes conditions de vie. Tous les enfants mineurs, eux, ont été replacés dans des familles d'accueil, et Jordan, l'héroïne qui a réussi à s'échapper, a reçu évidemment une attention particulière de la part des médias. Cette exposition, elle l'a appréciée parce qu'elle tenait à ce qu'on connaisse son histoire, et surtout parce qu'elle tenait à montrer qu'au-delà des souffrances, c'est leur amour envers les autres et leur courage qui les a sauvés. D'ailleurs, elle s'est étonnamment très vite adaptée au monde normal, puisqu'elle est même devenue très populaire sur TikTok, elle a créé son compte, et elle fait des TikTok où elle fait des blagues, elle danse et elle raconte son histoire à travers le pays. Elle qui pouvait s'échapper à travers des vidéos qu'elle voyait sur internet via le téléphone de son frère, et ben désormais les vidéos, elle les fait. Et ça, c'est beau. Elle finit même par signer un deal en tant que mannequin et lance sa propre marque de vêtements, Braveness, pour bravoure en français. Jennifer, elle est devenue infirmière et elle a aussi écrit un livre sur toute son histoire. Alors malheureusement, la fin de l'histoire, c'est pas que du positif. L'enfer va continuer pour certains des enfants. Il y a de très grosses faiblesses dans les services sociaux américains et ils en ont payé les frais. Parmi eux, il y en a donc qui sont placés en famille d'accueil et ils vont entendre leur famille dire qu'ils comprennent pourquoi on les attachait. Et pire encore, il y en a même qui seront abusés par leur nouvelle famille d'accueil. Et alors même que les services sociaux étaient alertés de cette nouvelle terrible situation, il faudra plus de 3 ans avant que la police n'intervienne. Et pour le reste des enfants qui étaient majeurs depuis les faits et donc n'ont pas eu besoin d'être placés en famille d'accueil, bah la suite n'est pas non plus très heureuse. Ils devaient être suivis et conseillés par une assistante sociale puisqu'ils connaissent rien du monde qui les entoure, sauf qu'elle les a presque abandonnés. L'un des frères Turpin dira qu'elle a même pas autorisé à s'acheter un vélo. Alors faute de pouvoir se déplacer, il lui a demandé un cours sur des choses basiques, comme par exemple savoir prendre un bus ou même comment faire pour traverser la rue, et qu'a répondu l'assistante sociale ? Bah t'as qu'à chercher sur Google. C'est absolument horrible. Et à propos des 600 000 $ récoltés pour leur cause, ils les ont jamais vus, ils les ont jamais touchés. Apparemment, ils seraient bloqués quelque part sans que les enfants puissent y accéder. Alors il y a des journalistes qui ont voulu leur venir en aide et mener l'enquête sur pourquoi cet argent n'est pas à leur disposition, sauf que malheureusement, personne n'est en mesure de leur répondre. Du coup, les enfants grandissent en partie dans des quartiers très dangereux, faute de pouvoir se payer des logements décents. Et d'autres d'ailleurs sont obligés d'aller de canapé en canapé chez des proches et des amis. Alors rassurez-vous, parce que là c'est hyper triste comme fin, les choses bougent quand même là. Il y a plein de nouvelles enquêtes qui ont été menées par des journalistes et qui ont permis de mettre en lumière toutes ces failles. On espère que ça permettra d'améliorer les conditions des enfants placés en famille d'accueil à travers tout le pays. Et aussi il y a des associations qui s'en sont mêlées et qui ont décidé de lancer des récoltes de fonds qui cette fois iront directement aux enfants. Et en parlant des enfants, bon bah aujourd'hui ils ont tous grandi et pour la plupart d'entre eux la vie semble quand même bien plus agréable. Jordan continue de poster régulièrement sur ses réseaux sociaux où elle danse d'ailleurs parfois, d'illustrer etc. vous plaît. Il y en aura à peu près tous les 2 mois cette année comme je vous ai dit en début de vidéo. Prenez soin de vous, merci d'avoir regardé et à bientôt. Oui, ça y est, vous l'avez enfin, votre thread d'horreur. Ça fait 1 an que vous me harcelez, 1 an. Et je comprends, moi aussi ça m'a manqué, putain. Bon, on est le 31 octobre, Happy Halloween. Aujourd'hui, on va faire un thread d'horreur à l'ancienne, exactement comme on en a fait pendant des années. Il y aura peut-être, vous verrez, des manières d'illustrer un peu différentes d'avant. Mais sinon, c'est pareil, quoi, c'est moi qui vous raconte des histoires. Alors, aussi aujourd'hui, il n'y a pas 3 histoires, il y en a 6. Ouais. Non franchement je vous devais bien ça, vous m'avez demandé en masse un thread d'horreur depuis franchement même plus d'1 an. Ça vous a manqué, ça m'a manqué aussi, ça tombe bien, on s'y recolle. Bon il y a le micro qui est dans le champ mais au moins le son de la voix est bien vu que je suis dans une pièce qui résonne et que quand même mes vidéos bah c'est vous qui m'écoutez parler, c'est bien qu'on ait un bon son quoi, un bon son de micro. Un bon son de micro quoi. Bref c'est parti pour ces 6 histoires d'horreur à l'occasion de ce Halloween 2023, j'espère que ça va vous plaire. Et on commence tout de suite avec la première histoire qui est celle de Ryan. Alors cette histoire elle s'est passée il y a longtemps puisqu'à l'époque Ryan avait 14 ans, aujourd'hui il a une trentaine d'années et à l'époque il a un nouveau camarade de classe qui rejoint l'établissement en cours d'année, un certain Vinny. Alors au début tout le monde se méfie un peu de lui puisque c'est rare de voir des nouveaux dans le coin où il habite. Et puis vient leur première heure de cours ensemble et le mec fait marrer tout le monde. En fait le prof l'engueule parce qu'il a toujours pas acheté ses livres et Vinny lui répond « Ah désolé ma femme a oublié de me faire ma liste de fournitures ».
Bon, c'est pas très drôle pour nous, on va pas se mentir, mais à l'époque, voilà, pour des gamins de 14 ans, c'est hilarant. Vinny se fout clairement la gueule du prof et évidemment tous ses camarades de classe aiment bien ça, un mec qui défie l'autorité et qui se moque du prof. Ryan et ses amis finissent donc par intégrer Vinny dans leur groupe de potes et écoutez, ils s'entendent super bien. D'ailleurs, à l'époque, dans ce fameux groupe de potes, il y a un peu un rituel. Pas du bisutage, rassurez-vous. Ils ont juste pour habitude chaque week-end d'aller dormir chez l'un d'entre eux. C'est l'occasion pour eux de passer du bon temps, de jouer aux jeux vidéo, de sortir en cachette la nuit, faire des bêtises, bref, c'est des ados. Et donc un jour, ils demandent à Vinny si c'est chez lui qu'ils peuvent aller dormir le week-end suivant. Et là, Vinny, face à cette question, il bug, mais il bug anormalement. Il est perturbé, il sait pas trop quoi répondre, donc il leur dit qu'il va en parler à ses parents et qu'il leur dira s'ils sont ok. Le lendemain, la bonne nouvelle tombe, ses parents ont accepté. On est vendredi soir et toute la bande prend donc son vélo et ses affaires pour aller passer la nuit chez Vinny comme prévu. Sur place, il rencontre évidemment ses parents qui, au premier abord, sont super sympas. Et puis rapidement, les choses deviennent étranges. Déjà, son père a une énorme collection d'armes. Alors à l'époque, Ryan et ses amis, c'est des gosses, donc ils trouvent ça extrêmement stylé, un daron qui a des tas d'armes. Mais aujourd'hui, avec leur recul, Ryan, il trouve quand même ça hyper étrange. C'est pas du tout commun dans la région que les gens aient des tas d'armes chez eux. Mais le pire est à venir, puisque ce jour-là, Ryan et ses potes rencontrent la femme de Vinny. Elle existe, c'était pas une blague, il y a vraiment une femme. Sauf que cette femme, elle a 26 ans. Ce qui est extrêmement choquant pour Ryan en 2023, mais à l'époque, il a 14 ans. Et eux, en fait, ils trouvent ça plutôt stylé que Vinny sorte avec une fille plus vieille, qui en plus est apparemment très jolie. Au lieu d'être choqués, ils sont jaloux en fait. Ça fait déjà 2 trucs bizarres, et plus la soirée avance, plus il y a de trucs bizarres encore qui se montrent. Déjà, le père se met à mettre le bras autour de la taille de sa femme, mais aussi autour de la taille de la femme de Vinny. Comme si c'était aussi sa femme à lui. Ryan, il voit ça, il trouve ça extrêmement chelou. Et puis les parents leur demandent tous de venir dans le salon pour prier tous ensemble. Alors Ryan, il a été élevé en tant que catholique, mais il trouve quand même ça bizarre de convier des ados à faire ça. Et surtout, apparemment, la prière a duré plus de 2 heures. Et ça ressemblait à aucune religion que Ryan connaît. Après ce moment chelou, le groupe d'amis sort de la maison pour aller skater aux alentours, mais au bout d'à peine quelques minutes, le père sort et leur demande de revenir à l'intérieur. Alors ils comprennent pas, ils sont dehors depuis littéralement 5 minutes et ils sont à portée de vue de la maison, y a pas de quoi s'inquiéter, mais ils s'exécutent et ils retournent dans la maison. Et quand ils y retournent, la mère de Vinny les y attend. Elle les attend avec des serviettes dans les mains et elle leur demande de s'aligner devant la porte de la salle de bain. Ryan et ses potes comprennent pas trop, ils imaginent juste que c'est l'heure de la douche et qu'ils sont au taquet sur l'hygiène, sauf que non. Elle leur demande à tous de prendre un bain, chacun leur tour, jusque-là pourquoi pas, sauf qu'elle leur demande de ne pas changer l'eau du bain. Et devinez quoi, Ryan est malheureusement le dernier de la file, donc il a bien la haine puisque c'est lui qui va se taper l'eau dégueulasse dans laquelle seront passés ses 5 potes avant lui. Évidemment, tout le monde trouve ça bizarre, mais personne n'ose rien dire tellement c'est bizarre. Pendant que Ryan attend son tour, il regarde un peu autour de lui et il remarque un truc encore plus bizarre. Tous les miroirs sont recouverts par des draps. Alors il comprend toujours pas aujourd'hui la raison derrière ça, mais en tout cas à l'époque quand il voit ça, il est vraiment en panique. Après le calvaire du bain, les parents de Vinny demandent à Ryan et ses potes d'aller se coucher. Ce qui est extrêmement bizarre étant donné que dehors il fait encore jour. Mais vu ce qu'ils viennent de vivre, Ryan et ses potes ne montrent aucune résistance, ils s'exécutent. Vinny va dans une chambre à part avec sa femme, et Ryan et ses 2 potes vont dans une autre chambre dans laquelle ils vont devoir partager un grand lit à 3. Clairement, quand ils comprennent qu'ils vont devoir dormir à 3 dans le même lit, ils détestent ce moment. Ils trouvent ça extrêmement bizarre et ils se disent putain les gars, on n'aurait jamais dû aller dormir chez Vinny. C'est très chelou en fait ce qui se passe ici. Et malheureusement, c'est pas tout. En pleine nuit, ils arrivent pas à dormir évidemment à cause de ce qu'ils viennent de vivre et ils entendent des chants un peu étranges et des bruits de pas. Et vu l'ambiance de la maison et ce qu'ils viennent de vivre, ça les terrifie. Alors c'était peut-être encore un des rituels chelous de la famille de Vinny, mais une chose est sûre, nos 3 amis ne veulent cette fois pas du tout en faire partie. Ils vont donc attendre que ça se calme un peu, qu'il y ait moins de bruit dans la maison, avant de prendre la fuite. À 1h du mat, ils ouvrent la fenêtre de la chambre, ils sautent, ils prennent leur vélo et ils se cassent. Pendant leur fuite, Ryan se retourne et il aperçoit la mère de Vinny, les regarder fixement, immobile, depuis la fenêtre de leur chambre. Cette image, elle a tellement marqué Ryan qu'il s'en souvient encore aujourd'hui. Bref, nos 3 amis arrivent enfin chez lui et surprise en arrivant, la maman de Ryan est au téléphone. Et au bout du fil, vous vous en doutez, c'est la mère de Vinny. La mère de Vinny qui vient de réveiller celle de Ryan en l'appelant à 1h du mat pour engueuler son fils et ses amis. Apparemment, au bout du fil, elle lui aurait dit que ces 3 garçons sont très mal élevés et que Vinny serait extrêmement triste qu'il soit parti comme ça en pleine nuit. Et puis elle s'est aussi mise à dire des trucs incompréhensibles, à tel point que la maman de Ryan a préféré raccrocher tellement la conversation devenait bizarre. Les jours qui suivent, la maman de Vinny va leur laisser des messages sur le répondeur, des messages tout aussi bizarres, dans lesquels elle fait des phrases qui n'ont aucun sens, elle lit des mots qui n'ont aucun rapport entre eux, bref des messages qui font flipper les parents de Ryan. Et Vinny, lui, ne vient plus à l'école. Au bout d'un moment, leurs profs vont même leur annoncer que Vinny n'est plus scolarisé dans l'établissement, sans pour autant leur expliquer pourquoi. En fait, la dernière fois que Ryan et ses potes ont vu Vinny, c'était ce soir-là quand ils ont dormi chez lui. Après ça, ils l'ont plus jamais vu et ils ont plus jamais eu de news.
Mais le temps passe, les années passent, et Ryan, lui, il a jamais vraiment oublié cette histoire. Ce soir où ils sont allés dormir chez un nouveau gars de leur classe et qu'il s'est passé plein de trucs chelous, et qu'ensuite il a disparu. Et des années plus tard, par curiosité, il va chercher Vinny et sa famille sur Facebook, histoire de voir ce qu'ils sont devenus. Et c'est à ce moment-là qu'il va découvrir que Vinny, ses parents et l'une de ses sœurs sont morts. Tous leurs profils sont passés en mode mémorial avec des messages qui leur souhaitent de reposer en paix. Malheureusement, ses recherches n'iront pas plus loin, il sait juste qu'ils sont morts, il a pas réussi à trouver d'autres infos. Mais aujourd'hui, avec le recul, il est persuadé que la famille de Vinny était dans une secte très étrange, ce qui expliquerait les chants religieux en pleine nuit, la femme de Vinny alors qu'il a 14 ans, les draps sur les miroirs, bref, tous les trucs chelous qu'il a vus ce soir-là. Et pour lui, c'est triste, mais il pense que ça a probablement terminé en suicide collectif, comme ça arrive des fois dans d'autres sectes, ce qui expliquerait pourquoi Vinny est mort à un âge si jeune et pourquoi toute sa famille est morte à peu près au même moment que lui. Bref, Ryan n'a jamais oublié cette nuit-là et ce qu'il avait ressenti finalement était totalement légitime. C'était bel et bien des tas de trucs chelous qui se passaient dans cette maison. Et il peut pas s'empêcher de se dire que s'il avait prévenu la police ou même l'établissement scolaire dans lequel il était, peut-être que ça aurait changé le destin de Vinny qui malheureusement est décédé. C'est la fin de cette première histoire, ça faisait longtemps. Je suis content qu'on fasse ce thread d'horreur. Désolé, je sors de l'ambiance horrifique à un petit moment, mais je me régale. On va passer à notre deuxième histoire. Vous allez voir, il y a un peu de tout aujourd'hui. Celle-là est très chelou, ça surfe avec le paranormal, je la trouve hyper intrigante, je pense que vous allez passer un bon moment. Cette histoire, c'est celle d'Ethan. Alors c'est pas du tout une vieille histoire, c'est assez récent puisque ça s'est passé il y a seulement 2 ans au moment où Ethan nous raconte ça. À l'époque, il reçoit un texto de Jeff, un ami d'enfance qu'il a pas vu depuis plus de 30 ans. Jeff lui dit qu'il est de passage dans la région et qu'il aimerait bien renouer contact avec lui. Et Ethan, vu qu'ils étaient bons potes à l'époque, il accepte volontiers. Alors évidemment, ça leur fait super bizarre de se revoir après tout ce temps, mais ils passent un très bon moment. À tel point que plutôt que juste de boire un coup, ils décident d'aller camper ensemble en forêt. Alors ça sort pas de nulle part, c'est juste que c'est un truc qu'ils avaient l'habitude de faire quand ils étaient plus jeunes. Alors ils vont prendre la route et pendant plus de 4 jours, ils vont dormir à la Belle Étoile et se remémorer des tas de souvenirs. Au point où ils s'aventurent très loin dans des zones qu'ils connaissent pas. Heureusement ils ont un GPS donc ils s'inquiètent pas trop d'où ils vont, mais au moment où ils doivent passer leur dernière nuit avant de rentrer chez eux, le signal disparaît. Alors pas de panique, Ethan sort quand même une carte et une vieille boussole qu'il avait dans sa Jeep, mais il a beau tout donner, ils sont clairement perdus, ils arrivent pas à se repérer sur la carte. Et pour rien arranger, ils ont presque plus d'essence. Alors plutôt que de risquer la panne sans rien y voir, ils décident de dormir ici à l'arrière de la Jeep une nuit de plus. En vrai ils ont raison, ce sera beaucoup plus simple de se repérer le lendemain une fois qu'il fera jour, et ils sont pas à une nuit près. Bon, alors Ethan il est un peu inquiet, il espère qu'ils vont s'en sortir et retrouver leur chemin le lendemain, mais il réussit à s'endormir au bout de quelques heures. Sauf qu'au beau milieu de la nuit, il se réveille en sursaut. Il y a quelqu'un agenouillé sur le capot de la Jeep qui frappe de toutes ses forces dans le pare-brise. L'homme tape à main nue dans la vitre et il tape tellement fort qu'il hurle de douleur. Ethan se réveille en panique et il a même pas le temps de comprendre ce qui se passe que son instinct de survie prend le dessus. Il saute derrière le volant, il met le contact et il accélère à fond. Ethan lui se retourne même pas et continue de tracer le plus vite possible en espérant pas se prendre un arbre. Son ami Jeff lui se met à hurler parce qu'il comprend rien à ce qui se passe. Et puis soudain, ils entendent un bruit de détonation. Ça ressemble à un coup de feu mais impossible de vérifier, Ethan il va pas s'arrêter pour checker s'il y a un impact, lui il continue de bombarder à travers la forêt pour vite se barrer le plus loin possible de ce mec. Et finalement, après de longues minutes, il aperçoit une très légère lumière au loin à travers les feuillages. Il comprend très vite que c'est un lampadaire et il fonce dans sa direction parce que qui dit lampadaire dit route. Et en effet, il atterrit sur une route pavée qui mène à une station-service. Là, Ethan et Jeff pensent qu'ils sont sauvés. Ils pensent. Ils le sont pas. À peine arrivé à l'intérieur de la station, Ethan demande immédiatement au caissier d'appeler la police, sauf que l'homme le dévisage et lui dit qu'il est pas le bienvenu ici. Ethan se demande s'il hallucine ou s'il a mal compris, et puis rapidement la peur prend le dessus et il se dit qu'en fait le gars du comptoir là, c'est peut-être le complice du mec qui les a agressés dans la forêt. Et dans le doute, il court jusqu'à sa Jeep et il fait demi-tour. Il roule à fond, il est sur la fin de sa réserve d'essence et enfin il atterrit sur un tronçon d'autoroute. Et c'est à ce moment qu'Ethan se rappelle qu'il est pas tout seul dans cette histoire. Parce que oui, étrangement, son pote Jeff là, il a pas dit un mot depuis le début de l'incident. Et Ethan, ça l'inquiète, il se dit qu'il est peut-être blessé ou pire qu'il s'est évanoui. Ethan le secoue et en fait Jeff il est bel et bien réveillé. Juste il regarde Ethan droit dans les yeux sans dire un mot. Il est clairement sous le choc de ce qui vient de leur arriver en fait. Et puis enfin une bonne nouvelle, Ethan prend une sortie qui l'amène directement à une station de shérif. Il se présente à l'accueil et c'est un jeune officier du nom d'Harris qui prend sa déposition. Alors au début il le prend pas trop au sérieux, il se dit que c'est un énième mec bourré qui est parti en forêt, qui s'est fait peur et qu'il y a rien. Mais en sortant dehors pour constater l'état de la Jeep, Harris il capte que c'est bien réel. Il y a bel et bien un impact de balle à l'arrière du véhicule. Pendant ce temps, 2 de ses collègues portent assistance à Jeff qui lui a toujours l'air aussi perdu. Malheureusement, eux aussi, ils n'arrivent pas à le faire parler. Il est encore choqué. Ils appellent donc une ambulance en urgence pour vérifier ce qui se passe. Et en arrivant, les ambulanciers vont mettre Jeff sur une civière. Et là, il va enfin prendre la parole et s'adresser à Ethan. Il le regarde dans les yeux et il lui dit « Ils sont pas réels, ils me suivent partout, ils me détestent et ils détestent notre monde. » Rien que ça.
Évidemment, Ethan comprend pas ce que Jeff lui raconte, ça n'a aucun sens, mais il va se dire que ses propos incohérents sont liés au fait qu'il est en état de choc. L'enquête se poursuit et plusieurs jours plus tard, les tests balistiques de la police donnent rien. Ils sont incapables d'identifier le type d'arme qui a pu tirer sur la Jeep d'Ethan, et les patrouilles du coin n'ont pas réussi à identifier le lieu de l'attaque ou même le mec qui les aurait attaqués. Mais ce qui choque Ethan, c'est d'apprendre qu'apparemment il n'y a aucune station-service dans le coin où ils étaient. Pourtant, lui, il est sûr d'être passé dans une station-service et d'avoir parlé à un mec au comptoir. Et il se souvient même du nom de l'enseigne qui était écrit en gros, Joe's Gas Mart. Alors, il le dit aux policiers, mais ils sont formels, il n'y a aucune station-service dans le coin, et encore moins une qui s'appellerait Joe's Gas Mart. Aujourd'hui encore, Ethan, il sait pas ce qui lui est arrivé ce jour-là. L'enquête n'a mené à rien, et ce qui le terrifie le plus, c'est qu'il a plus jamais eu de nouvelles de Jeff, malgré toutes ses tentatives de le joindre. Il est complètement dans l'inconnu, il a toujours aucune idée de ce qu'il a vécu, mais il est sûr ce jour-là de s'être fait attaquer par un mec en pleine forêt, et d'être passé dans une station-service dans laquelle le caissier lui a dit qu'il n'était pas le bienvenu. Envoyez vos théories, please. Alors on a quand même une preuve que l'agression a bel et bien eu lieu puisqu'il y avait un impact de balle sur sa voiture. Mais est-ce que le truc de la station-service c'est juste une hallucination liée à son stress? Je sais pas, il était dans un état second à cause de l'agression qu'il venait de vivre. On sait pas. Quoi qu'il en soit, Jeff n'a été d'aucune aide là-dedans et a juste été la source d'un des moments les plus chelous qu'Ethan ait jamais vécu quand il était sur cette civière et qui lui a dit ses petites dingueries. Bref, une fois de plus, n'allez pas camper en forêt. Installer Valorant comme tout le monde. Bon, bref, il est temps de passer à la prochaine histoire, celle de Paul. Déjà, cette histoire, Paul, il est content de la raconter parce que c'est un truc dont il a toujours voulu parler. À l'époque, il vit au milieu de nulle part au Canada, dans une ville qui tombe en ruine et dans laquelle la moitié des bâtiments sont abandonnés. Vous sentez le truc arriver, il a pas grand chose à faire avec ses potes, donc ils passent leur temps à faire de l'urbex. Alors ils en font énormément et jusqu'à cette histoire, il leur est rien arrivé pendant leurs expéditions. En tout cas, rien de grave. Le pire qu'ils aient vu, c'est du sang séché sur un mur et une autre fois un pentagramme dans une maison abandonnée, mais voilà, il y a rien de fou. Mais ça, c'était jusqu'à cette histoire. Pour vous donner un peu de contexte, quand Paul était petit, son centre aéré était collé à un asile. Alors il n'y a jamais eu de problème, mais les bâtiments ont fini par fermer par faute de budget. Depuis, tout est resté à l'abandon, ce qui en fait un spot parfait pour faire de l'urbex. Depuis plusieurs mois, Paul et ses potes pensent à aller faire de l'urbex là-bas, mais ils ont un peu peur à cause d'une légende urbaine qui traîne. C'est une légende urbaine, ça se trouve, vous l'avez peut-être même vous entendu dans votre vie. C'est le fameux coup du « Ah, il y a un asile qui a été abandonné, mais apparemment il y a un des patients qui traîne encore là-bas, il est très dangereux, il mange des gens, attention, il est cannibale, voilà. C'est des rumeurs qui apparaissent à chaque fois qu'un asile ferme et que le bâtiment est abandonné, et cet ancien asile ne fait pas exception à la règle. Bon, Paul, il y croit pas évidemment, et même il se dit putain, ça va un peu pimenter notre expédition quoi, on va avoir un peu plus peur qu'habituellement à cause de cette légende. Lui et ses potes attendent que la nuit tombe et ils se retrouvent donc devant le centre. Là-bas, tout ressemble au cliché typique du film d'horreur. Il fait nuit noire, il y a du brouillard et il pleut. La grille principale est cadenassée, donc pour passer ils se font la courte échelle et jusque là tout va bien. Ils passent ensuite une première porte et ils allument leur lampe torche pour voir où ils mettent les pieds. Alors faut savoir que c'est toujours un peu dangereux d'aller dans ce genre d'endroit, non pas que vous risquez de vous faire agresser par un ancien gars d'un asile, mais parce qu'il y a toujours du détritus, du verre cassé, bref des trucs qui peuvent te blesser. Sauf que là, très rapidement, ce qu'il y a par terre, c'est plus du verre, mais des poupées et des anciennes pièces de Lego. Et c'est logique puisque c'est un ancien centre aéré, donc ça met mal à l'aise certains potes de Paul, mais lui ça lui rappelle plutôt de bons souvenirs. Jusque là, tout est étonnamment calme au point où ils s'entendent mutuellement respirer. Sauf que c'est évidemment dans ce silence complet qu'ils finissent par entendre un bruit métallique qui vient de l'autre côté du bâtiment. L'autre côté du bâtiment qui se trouve être l'ancien asile. Alors ils se regardent tous avec un peu de crainte, mais vu qu'ils ont beaucoup trop de fierté pour admettre qu'ils se chient dessus, ils font tous genre que tout va bien. Et évidemment, plutôt que de faire marche arrière, ils se mettent en tête d'aller plutôt vérifier l'origine du bruit. Ils s'approchent donc de la porte principale de l'asile, sauf qu'elle est tellement rouillée qu'ils doivent se mettre à 3 dessus pour réussir à la débloquer. La première chose qu'ils remarquent en rentrant là-dedans, c'est pas l'aspect lugubre ni l'étroiteté des couloirs, c'est l'odeur. Une odeur de métal. Très présente. Alors de peur qu'il se passe un truc, Paul et ses potes éclairent absolument tout le couloir pour être sûr de pas se faire surprendre potentiellement par quelque chose ou quelqu'un. Alors ils voient rien d'anormal et puis à nouveau ils entendent un bruit. Sauf que cette fois ce bruit, c'est des bruits de pas. Autant le coup métallique ça aurait pu être n'importe quoi, genre du vent, une fenêtre qui claque ou un animal même, autant là ils entendent des bruits de pas quoi. Ça veut dire qu'il y a bel et bien quelqu'un ici. Et encore une fois, au lieu de se dire bon, barrons-nous ça peut être dangereux, ils se mettent en tête d'aller au bout de leur enquête et de trouver l'origine de ces bruits de pas. À chaque pas qu'ils font, ils ont une étrange impression, celle d'être observés par quelqu'un. Ou par quelque chose. Et on sait que cette impression, généralement, quand on en parle dans ces threads d'horreur, elle a une raison d'exister. Et surtout, plus ils avancent, plus l'odeur métallique qui sentent depuis le début se précise et se met plutôt à ressembler à une odeur de chair. Et en poussant une nouvelle porte, ils comprennent enfin d'où vient tout ça. Au milieu de la pièce, ils découvrent le cadavre d'un cerf entièrement éventré et dont les boyaux sont répandus au sol.
Le sang n'a pas encore séché, c'est très récent et l'odeur est donc insoutenable. C'est tellement insoutenable qu'au moment où ils font cette découverte, l'un des amis de Paul vomit instantanément. Et puis là encore, ils entendent un nouveau bruit. Sauf que cette fois, il vient directement de la pièce dans laquelle ils se trouvent. Et ce bruit, c'est des sortes de murmures indescriptibles. Immédiatement, ils font comme ils ont fait plus tôt dans le couloir, ils éclairent absolument toute la pièce avec leur lampe torche, et c'est là qu'ils le voient. Un homme est là, assis dans un coin de la pièce, la tête vers le sol. Il a un pantalon à moitié déchiré et il est recouvert de ce qui semble être du sang séché. Il porte pas de chaussettes et ses pieds semblent être très endommagés, comme s'il marchait pieds nus sur les bouts de verre que nos amis essaient d'éviter depuis le début de leur expédition. Suite à cette découverte, Paul et ses potes restent figés pendant 30 secondes, sans bouger, sans oser dire un mot, en observant cet homme murmurer des trucs incompréhensibles. Et puis soudainement, l'homme lève la tête, les dévisage et il se met à sourire. Et puis il leur demande « Vous êtes là pour le festin ?» Évidemment, ça les terrifie et c'est à ce moment que leur instinct de survie prend le dessus. Sans même réfléchir ou dire un mot, Paul et ses potes partent en sprintant de la pièce et ils tentent de retourner au centre aéré. Sur la route, ils essaient de refermer la grosse porte métallique rouillée qui bloquait l'accès à l'asile et encore une fois, ils sont obligés de s'y mettre à plusieurs et d'y mettre toute leur force. Et pendant qu'ils poussent cette porte de toute leur force, Paul, il voit au fond du couloir l'homme s'approcher avec ses dents qui reflètent la lumière de la lampe torche. Parce que oui, tout en avançant, cet homme continue à sourire d'une manière horrible. Paul et ses amis finissent par réussir à refermer la porte et ils reprennent leur souffle pendant plusieurs secondes sans se dire un mot. Et le silence dans lequel ils sont plongés est interrompu par l'homme qui se met soudainement à frapper violemment la porte. Là, ils comprennent qu'il faut se casser au plus vite et ils vont donc sprinter sans jamais s'arrêter jusqu'à chez eux. Évidemment, le lendemain, ils contactent la police pour leur expliquer qu'ils ont fait une rencontre terrifiante avec un mec dans ce bâtiment abandonné. Donc la police envoie une patrouille sur place et bonne nouvelle, ils retrouvent bel et bien le gars qui rôdait dans les couloirs de l'asile. Et devinez quoi ? D'après l'enquête, ils apprendront que c'est bel et bien un ancien patient de l'asile qui avait nulle part où aller après la fermeture du bâtiment et qui donc continuait depuis des années à rôder dans l'asile et dans ses alentours. Apparemment, cet homme avait plein de maladies au ventre à force de manger de la viande crue d'animaux qu'il allait chasser lui-même. Pour ce qui est du cannibalisme, ils ont jamais eu la confirmation, ils ont demandé mais la police leur a dit c'est des infos qui vous regardent pas. Mais au vu de sa réaction et de son grand sourire quand il a vu les jeunes débarquer dans la pièce, Paul est certain que quand il parlait du festin, il parlait pas du cerf, mais il parlait de lui et de ses amis. Voilà pourquoi je fais pas d'urbex et j'ai très peur, même sans parler de vidéo, même dans ma vie. Pour moi, ça va trop vite de faire une mauvaise rencontre. Il y a forcément des gens qui se réfugient dans des lieux abandonnés et venez, on leur fout la paix quoi. Honnêtement, est-ce que je dis ça par empathie ou parce que je me chie dessus ? Je me chie dessus. Écoutez, je crois qu'il est temps de passer à la 4e histoire, ça passe vite, n'est-ce pas ? Cette dernière histoire, c'est celle de Jade et de son mari Jim, et elle est très récente puisqu'elle a eu lieu l'année dernière. Et vous allez voir, pour une fois, il y a des vraies photos, il y a du vrai footage. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Jade et son mari possèdent une boutique d'antiquités dans une sorte de vieille grange. L'année dernière, la veille d'Halloween, ils décident de fermer la boutique plus tôt que d'habitude, donc aux alentours de 17h, parce qu'ils se sont prévus un petit date. Ils ferment la boutique, ils prennent la voiture, mais en cours de route, ils reçoivent une alerte de l'entreprise qui gère l'alarme du magasin. Apparemment, un des détecteurs de mouvement s'est activé au sous-sol et un autre après lui. Jade et Jim font immédiatement demi-tour et foncent direction la boutique, et ils se disent que c'est peut-être un chat qu'ils ont enfermé sans faire exprès derrière eux, ou un rat, bien qu'ils aient jamais vu d'animaux dans leur boutique. Quoi qu'il en soit, ils se disent qu'il est beaucoup trop tôt pour que ce soit un cambriolage, il fait carrément encore jour, et que donc c'est safe d'aller voir par eux-mêmes. Une fois sur place, Jade monte à l'étage pour désactiver le système d'alarme, pendant que Jim fait le tour du périmètre pour essayer de trouver d'éventuels signes d'effraction. Sauf qu'il y a rien, tout est intact, aussi bien les portes que les fenêtres. La piste du rat ou du chat semble donc se préciser. Jade finit quand même dans le doute par aller jeter un coup d'œil au sous-sol, donc là où se sont activés les détecteurs, et elle y voit rien de particulier, juste la lumière rouge du détecteur qui s'allume et qui s'éteint comme à son habitude. Et puis elle baisse la tête et elle tombe sur ça. Un kit de cambrioleur abandonné là, en plein milieu de la pièce. Et là, dans sa tête, ça va très vite. S'il n'y a pas de signe d'effraction, c'est que le cambrioleur, il est encore quelque part dans le magasin. Elle essaie d'hurler pour appeler Jim, sauf qu'elle est pétrifiée, elle a tellement peur qu'aucun son sort de sa bouche. C'est comme si elle était dans un mauvais rêve. Elle est bloquée là, avec cette présence hostile qui peut être cachée n'importe où dans la pièce. Et puis après de longues secondes, Jim, qui se demande ce qu'elle fait, finit par la rejoindre au sous-sol. Et quand il la voit complètement figée face à cette énorme pince au sol, il fait un cri de panique. Et ce cri, Jade, ça la réveille, ça lui fait comme un électrochoc, et donc les deux partent en courant du bâtiment. Ils appellent immédiatement la police qui se ramène en seulement 5 minutes. Et tous ensemble, ils redescendent au sous-sol. Sauf que la police, elle est pas vraiment inquiète. Ok, il y a une pince et un extincteur, mais bon, c'est pas non plus le casse du siècle. Et d'ailleurs, face à la réaction des policiers, Jade, elle est un peu deg parce que elle, quand elle a vu la pince et l'extincteur, elle était terrorisée. Ça la fait chier que la police snob un peu l'impact que ça peut avoir sur elle. Alors c'est quoi la suite ? Eh ben ils vont check les enregistrements des caméras de surveillance. Et c'est là que la véritable horreur se révèle. Voici ce qu'ils y trouvent, à savoir l'image qui a hanté les nuits de Jade depuis tout ce temps. Ce putain de mec avec un masque.
D'après les images, il s'est planqué derrière une étagère en attendant sagement la fermeture du magasin. Il a vu Jade fermer la porte et il est sorti de sa cachette. D'abord, il a traîné un peu à l'étage, là où il n'y a pas de détecteur, avant de se faire griller par les caméras au sous-sol. Le plus fou, c'est qu'au début, il avait pas de masque et il regardait littéralement toutes les caméras à visage découvert. Et c'est seulement après plusieurs dizaines de minutes qu'il s'est fabriqué ce masque, ce qui n'a aucun sens puisque les caméras l'avaient déjà filmé à visage découvert. Après ça, dans les images des caméras de surveillance, on le voit chercher toutes les clés du bâtiment et à ouvrir toutes les portes une par une. On le voit courir partout dans la boutique et aller se cacher au sous-sol quand il entend Jade arriver. Ensuite, sur les caméras, on le voit observer Jade pendant de longues minutes, cachée dans le noir pendant qu'elle est pétrifiée de peur après avoir découvert la pince. Bref, quand Jade a eu peur face à cette pince et qu'elle s'est dit « il est sûrement encore là », il était beaucoup plus proche d'elle qu'elle ne le pensait. Après ça, il a fui dans le seul endroit possible depuis le sous-sol, un tunnel désaffecté. Il y a un seul moyen d'y accéder, c'est cette porte qu'il a apparemment défoncée avec une barre et qui donne donc sur le fameux tunnel désaffecté. La seule issue que Jade et Jim connaissent pour sortir de ce tunnel, c'est par là où t'es rentré, à savoir la fameuse porte. Cet endroit apparemment c'est l'enfer, c'est genre hyper humide, il y a des araignées partout, il y a aucune lumière, c'est boueux, bref c'est vraiment de la merde. Bref, à partir de là, après avoir vu les vidéos des caméras de surveillance, tout le monde se chie dessus, même les policiers. Ils ont beau être armés et avoir de l'expérience, tout le monde se pose la même question: où est passé ce putain de mec masqué? Jim et les policiers partent donc en direction du tunnel, ils ouvrent la porte, et là les flics immédiatement font demi-tour. Jim insiste pour qu'ils explorent le tunnel au moins un minimum, quoi, pour être sûr que le mec soit pas en train de rôder juste là, mais les policiers lui disent que clairement ils iront pas plus loin, et que pour eux leur travail est fait. Et que ce qu'il faut faire maintenant c'est barricader le tunnel pour être sûr que le mec ne puisse pas revenir dans le magasin si jamais il est passé par là. Jade et Jim vont donc s'exécuter et commencer à barricader le tunnel, tout en prenant soin avant évidemment de crier, d'avertir le mec que ils vont barricader l'accès, qu'il pourra plus jamais sortir de là. Évidemment, ils ont aucune réponse en retour. Du coup, ils finissent par verrouiller la porte. Et à partir de là, Jim et Jade n'ont plus eu de news de ce mec. Pendant les semaines qu'on suivi, ils ont entendu aucun bruit venir du tunnel, ils ont senti aucune odeur suspecte, mais pour autant ils ont jamais rouvert la porte. Pendant les semaines qu'on suivi, ils voulaient être sûrs de pas avoir enfermé un mec dans ce tunnel, même si c'était une instruction qui venait des policiers. Donc régulièrement ils allaient devant la porte, ils collaient leur oreille et ils essayaient de voir s'il y avait pas un bruit qui venait du tunnel ou une odeur ou un truc, étant donné que si le type s'était bel et bien fait enfermer là-dedans, il aurait fini par se manifester. Sauf que non, il s'est jamais manifesté, et l'idée que le type se soit littéralement volatilisé, ça angoisse énormément Jade. Elle a peur de se balader dans son propre magasin, elle a peur d'un jour le recroiser, qu'il ait réussi à ouvrir la porte si jamais il est coincé là. Mais quoi qu'il en soit, si le mec était bel et bien là, après plusieurs jours, il aurait fini par se rendre, par toquer à la porte et par demander de l'eau, de la nourriture, quelque chose, ce qu'il n'a pas fait. Mais je trouve ça quand même dingue que Jim et Jade n'aient jamais rouvert cette putain de porte. Ça se trouve, le mec est dead dans le truc, je sais pas, il a trop peur de se faire arrêter, il préfère attendre et espérer, je sais pas, qu'il se passe un miracle. Elle me met mal cette histoire pour 1000 raisons, genre ouvrez cette putain de porte, merde. Messieurs, dames, c'est la fin de ce thread d'horreur spécial Halloween. J'espère que le petit retour de ce format pour Halloween vous aura fait plaisir. Moi, grave, ça m'a régalé. Je trouve les histoires très cool, il y avait un peu tout aujourd'hui, pas beaucoup de paranormal, j'ai pas trouvé des trucs qui surfaient autour du paranormal et qui étaient très prenants. Voilà, les histoires étaient pas ouf, un peu comme La Nonne. Voilà, ça c'est une petite balle gratuite. J'espère que vous avez kiffé, fêtez bien Halloween, j'espère que vous avez fait des costumes de fou, ou que comme moi vous avez commandé un masque bas de gamme en last minute. C'est ce que je fais chaque année. Sauf une année, regardez, il y a une année j'ai fait ça, j'étais très fier. Allez, prenez soin de vous, à très vite dans d'autres vidéos, et merci d'avoir regardé.